Un PDG milliardaire à qui il ne reste que quelques mois à vivre adopte 3 fillettes abandonnées, mais à peine rentrée chez elle, l'une d'elles le regarde droit dans les yeux et lui dit « Nous savons comment te sauver ». Il se fige, et ce qui va suivre vous arrachera des larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence qui s'installa dans le cabinet du médecin était de ceux qui semblent consumer tout l'oxygène de la pièce. Julian Aramis, assis en face du bureau d'acajou immaculé, restait aussi immobile qu'une statue taillée dans le marbre froid. Seule la légère montée et descente de sa poitrine, sa respiration contrôlée, révélait qu'il y avait encore de la vie chez cet homme au très aristocratique. Le médecin se racla la gorge, ajustant ses lunettes cerclées d'or avec un malaise évident. Peu importaient ses décennies de pratique, annoncer ce genre de nouvelles ne devenait jamais plus facile. « Monsieur Aramis, j'aimerais avoir de meilleures nouvelles. » Julian hocha simplement la tête, un geste si léger qu'il était presque imperceptible. À 40 ans, il avait bâti un empire. Sa présence suscitait l'effervescence dans n'importe quel milieu professionnel. Son nom était synonyme de succès implacable, de vision stratégique sans faille. Des hommes puissants tremblaient devant ses décisions. Mais ici, confronté à des papiers contenant des résultats de tests et un jargon médical incompréhensible pour le commun des mortels, il était aussi vulnérable que n'importe quel autre être humain. Cancer avancé. Les mots restèrent suspendus en l'air, telle une sentence. 3 mois à vivre, au mieux. Le médecin continua sur les traitements palliatifs, la qualité de vie, les spécialistes des soins terminaux. Sa voix semblait venir de très loin, comme si Julian était submergé sous une eau profonde. 3 mois. 12 semaines. 90 jours. 2160 heures. Les chiffres dansaient dans son esprit comme une équation impossible. Julian, qui transformait toujours les données en stratégie rentable, faisait maintenant face aux mathématiques les plus cruelles de toutes, le compte à rebours de sa propre existence. « Monsieur Aramis, des questions ?» Julian fixa le médecin comme s'il le voyait pour la première fois. Il secoua la tête. « Non. » Il se leva avec la même élégance calculée qu'il affichait en réunion de conseil d'administration. Il ajusta sa veste italienne sur mesure d'un geste habituel. « Merci pour votre temps, docteur. » Pas de drame, pas d'effondrement, pas de larmes. Julian Aramis quitta le cabinet du médecin de la même manière qu'il gérait des acquisitions de plusieurs milliards de dollars, avec un contrôle absolu. Ce n'est que lorsqu'il mit le pied sur le trottoir, après que la porte en verre trempé du centre médical haut de gamme se fut refermée derrière lui, que la première fissure apparut dans son sang-froid. Ses pieds, autrefois toujours dirigés vers un objectif clair, erraient maintenant sans but dans les rues d'une ville qu'il n'avait jamais vraiment observée. Le ciel avait une nuance de bleu qu'il ne se souvenait pas avoir remarquée auparavant. Les gens passaient en hâte, certains parlant au téléphone portable, d'autres se tenant la main, chacun vivant ses minutes sans la conscience aiguë de sa propre mortalité. Julian marchait parmi eux comme un fantôme, habitant déjà un espace liminal entre l'existence et l'absence. À un coin de rue quelconque, il s'arrêta devant une vitrine. Son reflet le dévisageait, le costume impeccable, les chaussures italiennes cirées, la coupe de cheveux précise, la posture qui exsudait l'autorité. L'image parfaite d'un homme qui a réussi. Mais ses yeux, il n'avait jamais réalisé à quel point ils semblaient vides. Qui pleurera quand je serai parti ? La pensée le frappa avec la force d'un coup de poing à l'estomac. Julian Aramis, le PDG milliardaire dont les décisions affectaient les marchés mondiaux, ne pouvait identifier une seule personne qui le regretterait vraiment. Des partenaires commerciaux regretteraient de perdre un contact précieux. Des concurrents respireraient plus facilement. Des employés s'inquiéteraient de la stabilité de l'emploi sous une nouvelle direction. Mais de véritables larmes, des cœurs brisés, un vide impossible à combler ? Rien. Il continua de marcher, conscient maintenant non seulement du diagnostic terminal, mais de quelque chose de peut-être encore plus dévastateur. La vie qu'il avait construite, si impressionnante en statistiques et en réalisation, était totalement stérile de liens humains. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Appels, messages, emails. Son empire réclamait son commandant. Julian les ignora tous. Pour la première fois depuis des décennies, le travail lui semblait sans importance, comme un jeu de société élaboré, mais finalement futile. Les heures s'écoulèrent dans une sorte de transe. Le soleil commença à se coucher, peignant l'horizon urbain de nuances de rouge et d'or. Julian observa ce spectacle avec la curiosité de quelqu'un qui le voyait pour la première fois, calculant combien de ces couchers de soleil il aurait encore le privilège de contempler.
Quand la nuit tomba enfin, ses pas le ramenèrent instinctivement chez lui, si cet endroit méritait une telle désignation. Le chauffeur personnel, qui attendait patiemment depuis des heures, ouvrit la portière de la Bentley sans s'enquérir des allées et venues de son patron durant la journée. Le manoir apparut, imposant, une fois le portail électronique ouvert, stratégiquement éclairé pour mettre en valeur son architecture primée. 3 étages de verre, d'acier et de béton, conçus par un architecte de renom. Un chef-d'œuvre contemporain, fréquemment photographié pour les magazines d'architecture. Julian monta les marches de l'entrée principale et la porte s'ouvrit automatiquement, reconnaissant sa présence. Les lumières s'allumèrent doucement, programmées pour suivre son chemin à travers l'immense foyer. « Bonsoir, monsieur », la voix numérique du système domotique résonna dans l'espace. « La température est réglée selon vos préférences. Souhaitez-vous que je prépare votre dîner habituel ? » « Non », répondit Julian à l'IA qui gérait sa maison. Même sa propre voix lui parut étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il traversa lentement les pièces parfaitement décorées. Le salon, avec son canapé de designer italien qui n'avait jamais servi à des conversations amicales. La salle à manger, avec une table pour 12 personnes qui n'avaient jamais été témoins d'un repas partagé entre amis. Le bar entièrement équipé où aucun toast significatif n'avait jamais été porté. Il toucha les objets soigneusement sélectionnés, sculptures contemporaines, peintures abstraites signées, pièces rares acquises lors de ventes aux enchères exclusives. Des possessions impressionnantes qui n'avaient jamais offert de véritable plaisir au-delà de la satisfaction éphémère de l'acquisition. Le silence était absolu, à l'exception du léger bourdonnement occasionnel des appareils électroniques. Un silence qui avait toujours été là, mais qui maintenant semblait assourdissant, suffocant dans sa complétude. Julian Aramis, l'homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, comprit enfin qu'il n'avait pas construit une maison, mais un mausolée, un monument à sa propre solitude. Dans sa chambre, il s'assit sur le bord du lit parfaitement fait, regardant à travers la baie vitrée les lumières de la ville en contrebas. Pour la première fois depuis son enfance, Julian Aramis laissa des larmes silencieuses couler sur ses joues. Il ne pleurait pas la condamnation à mort qu'il avait reçue ce matin-là. Il pleurait la vie qu'il n'avait jamais vraiment vécue. La routine de Julian changea radicalement dans les jours qui suivirent le diagnostic. L'empire corporatif qu'il avait bâti si méticuleusement continuait de tourner sans sa présence constante, une révélation qui le surprit, et d'une certaine manière, l'attrista. Des années de dévouement obsessionnel, et le monde continuait de tourner sans lui. Pour la première fois depuis qu'il avait fondé son conglomérat, Julian commença à ignorer les appels insistants de ses cadres, les emails s'accumulaient sans être lus. Lorsque son assistante personnelle, visiblement inquiète, se présenta à son manoir pour prendre de ses nouvelles, il la reçut brièvement dans le hall d'entrée. « J'ai besoin de temps », fut tout ce qu'il dit avant de lui demander d'annuler tous ses rendez-vous pour les semaines à venir. Des affaires personnelles qui ne peuvent être reportées. Son regard trahissait le doute. Julian Aramis n'avait jamais eu d'affaires personnelles qui prenaient le pas sur les affaires, mais elle hocha seulement la tête, professionnelle comme toujours, et partit avec la promesse de tout garder sous contrôle. Seul à nouveau, Julian abandonna les costumes impeccables qui étaient pratiquement sa seconde peau. Il choisit des vêtements décontractés qu'il savait à peine posséder, des pièces oubliées quelque part dans son dressing minimaliste. Un simple pull en cachemire, un pantalon en coton, des chaussures sans le lustre des Richelieu qu'il portait habituellement. Et puis il se mit à marcher. Sans destination, sans but apparent. Juste un homme marchant dans les rues d'une ville qu'il ne connaissait que de derrière les vitres teintées des voitures et des salles de conseil d'administration, au perché dans les gratte-ciel. Au début, ses pas le menèrent instinctivement vers les quartiers financiers, comme si son corps ne savait pas exister loin du paysage familier des entreprises. Mais progressivement, il s'autorisa à explorer d'autres chemins, des marchés de rue où il n'avait jamais mis les pieds, des places publiques où des gens ordinaires profitaient de moments de repos, des cafés de quartier où le café n'était pas servi dans de la porcelaine fine mais avait un arôme qui le transportait vers de lointains souvenirs d'enfance. Le 3e jour de ses errances, quelque chose changea dans sa perception. Julian commença à observer véritablement les gens autour de lui, non pas comme des données démographiques ou des consommateurs potentiels, son prisme professionnel habituel, mais comme des êtres humains. Un couple âgé assis sur un banc de parc, se tenant la main, confortablement silencieux. 2 amis éclatant de rire à propos d'une blague privée. Une mère caressant les cheveux de son enfant pendant qu'ils attendaient un bus. De petits moments de connexion authentique qui s'étaient toujours produits autour de lui, mais qu'il n'avait jamais pris le temps de contempler. Chaque scène était comme un pincement au cœur,
un rappel douloureux de ce qu'il n'avait jamais vécu, des choix qu'il avait faits en cours de route, des portes qu'il avait fermées sans même jeter un coup d'œil à ce qui se trouvait derrière. Le 4e jour, une pluie fine commença à tomber en fin d'après-midi. Julian, sans parapluie ni aucune protection, continua de marcher. La sensation des gouttes de pluie sur son visage lui parut purifiante. Les rues commencèrent à se vider alors que les gens cherchaient un abri. C'est alors qu'en tournant dans une rue plus calme, il les vit pour la première fois. 3 petites silhouettes blotties sous l'auvent étroit d'une boutique fermée. Elles partageaient une seule couverture usée, bien trop colorée pour la situation dans laquelle elles se trouvaient. Au premier coup d'œil, elles auraient pu n'être qu'un tas de chiffons abandonnés, si ce n'étaient les petits pieds qui bougeaient de temps en temps, essayant de trouver une position plus confortable sur le sol froid. Julian s'arrêta à quelques pas, hésitant. Un bref instant, il songea à faire ce qu'il faisait toujours en rencontrant des sans-abri, passer son chemin, peut-être faire un don anonyme plus tard à une œuvre de charité. Propre, distant, efficace. Mais quelque chose l'empêcha de continuer. Peut-être était-ce le récent diagnostic qui brisait ses défenses soigneusement construites. Peut-être était-ce la pluie maintenant plus forte qui trempait la petite couverture couvrant à peine les 3 enfants. Julian s'approcha lentement, essayant de ne pas les effrayer. L'aîné des 3 le remarqua la première. Son regard devint instantanément alerte, un bras placé protecteur devant les 2 autres. Malgré sa petite taille, il y avait une férocité dans ses yeux qui parlait d'expérience bien au-delà de son âge. « Est-ce que tout va bien ?» La question parut stupide, même aux oreilles de Julian. Évidemment qu'elle n'allait pas bien. « On attend juste que la pluie s'arrête », répondit l'aîné, la voix ferme, essayant de paraître plus âgée qu'elle ne l'était. « On n'a besoin de rien. » Julian remarqua comment elle tenait le menton haut, même alors qu'un frisson involontaire parcourait son petit corps. La deuxième, aux grands yeux expressifs, observait silencieusement l'échange, serrant fort la main de la plus jeune qui, étonnamment, sourit à Julian comme s'il était un vieil ami qu'elle venait de croiser. « Où sont vos parents ?» demanda Julian, suspectant déjà la réponse. Un lourd silence tomba. L'aîné se contenta de pincer les lèvres, une fine ligne de détermination. « J'habite tout près », continua Julian, faisant un vague geste. « Je pourrais vous apporter quelque chose à manger. » La mention de nourriture fit s'agiter la plus jeune avec excitation, mais un regard de l'aîné la calma de nouveau. « On ne parle pas aux inconnus », déclara la fillette protectrice. Julian hocha la tête, respectant sa prudence. « Tu es très intelligente d'être prudente. » Il recula d'un pas. « Mais je vais laisser quelque chose pour vous ici, d'accord ? Vous n'avez pas à me parler ni à venir avec moi. Je veux juste aider. » Sans attendre de réponse, Julian traversa pour se rendre dans un petit restaurant de l'autre côté de la rue. Il commanda 3 soupes chaudes, des sandwichs et quelques gâteaux. En attendant sa commande, il appela son chauffeur, lui demandant de venir le chercher mais de garder une distance discrète. Quand il retourna vers les filles, il plaça le sac de nourriture à quelques pas d'elle et recula de nouveau. « C'est chaud, ça aidera avec le froid », dit-il simplement. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis, la plus jeune, arborant un large sourire qui révélait une dent de lait manquante, échappa à l'étreinte protectrice de l'aîné et courut attraper le sac. La joie pure sur son visage alors qu'elle sentait l'arôme de la soupe provoqua une étrange sensation dans la poitrine de Julian, une oppression qui n'était pas entièrement désagréable. « Merci, monsieur !» s'exclama la petite, rapportant déjà le paquet aux autres. L'aîné inspecta soigneusement le contenu avant de leur permettre de manger. Une fois convaincue que c'était sûr, elle distribua la nourriture entre elles avec le naturel de quelqu'un habitué depuis longtemps à prendre soin des autres. Julian resta en retrait sous la pluie maintenant plus douce, les regardant dévorer le repas avec une gratitude silencieuse qui le toucha profondément. Quand elles eurent fini, la deuxième lui fit un timide signe de la main. Julian répondit au signe, sans un mot de plus, se dirigea vers la voiture qui attendait discrètement. La nuit suivante, il revint. Et la suivante. Les filles étaient toujours là, au même endroit. La méfiance de l'aîné diminua progressivement à chaque visite. La troisième nuit, lorsque Julian arriva avec le sac désormais familier de nourriture chaude, elle ne tendit plus son bras protecteur devant les autres. La cadette lui souriait maintenant ouvertement, et la plus jeune sautillait d'excitation à son approche. C'est cette troisième nuit, alors qu'il les regardait partager leur repas, que Julian sentit quelque chose changer en lui. Une urgence inexplicable, une impulsion qui ne venait pas du cerveau calculateur du PDG, mais de quelque part de plus profond, de plus primal. « Il fait de plus en plus froid.
commenta-t-il, levant les yeux vers un ciel chargé de nuages lourds promettant plus de pluie. Et il va encore pleuvoir. Toutes les trois le regardèrent, attendant qu'il continue. Julian prit une profonde inspiration. Ce qu'il s'apprêtait à dire était insensé selon toute norme rationnelle. Pourtant, la rationalité ne semblait plus si importante pour un homme à qui il restait 3 mois à vivre. « Voudriez-vous venir avec moi » Les mots sortirent presque sans sa permission consciente. « J'ai un endroit chaud, des lits confortables, de la nourriture. Vous seriez en sécurité. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le grondement lointain du tonnerre approchant. L'aînée, toujours la gardienne, étudia longuement le visage de Julian, comme si elle essayait de voir au-delà des apparences et dans son âme. Quoi qu'elle y vit, cela sembla la satisfaire, car elle hocha finalement la tête, un geste solennel plein d'une confiance dont Julian réalisa soudain qu'elle était une énorme responsabilité. Quelques minutes plus tard, les 3 petites silhouettes étaient installées sur la banquette arrière de la luxueuse voiture, s'émerveillant des commandes électroniques et de l'intérieur en cuir. Julian ordonna au chauffeur de les ramener chez lui, ignorant le regard surpris de l'homme dans le rétroviseur. En arrivant au manoir, les expressions des filles fluctuèrent entre la peur et l'admiration devant l'imposante structure. Julian les guida à l'intérieur avec une gaucherie douce, soudain conscient de combien sa maison était totalement impréparée pour des enfants. Il improvisa un dîner avec ce qu'il trouva dans la cuisine rarement utilisée, leur montra la salle de bain, les aida à se laver, trouva certains de ses propres t-shirts pour servir de chemise de nuit improvisée après un bain chaud. Plus tard, après les avoir installés dans l'une des chambres d'amis, Julian était sur le point de partir quand il sentit une petite main saisir la sienne. C'était la plus jeune, les cheveux encore humides du bain, le regardant avec une expression combinant innocence et sagesse ancestrale qui était troublante. « Nous savons comment te sauver », dit-elle simplement, serrant ses doigts avec une force surprenante pour de si petites mains. Julian se figea, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. Comment pouvait-elle savoir ? Il n'avait parlé à personne du diagnostic, n'avait même pas mentionné qu'il était malade. Avant qu'il ne puisse formuler la moindre réponse, la petite relâcha sa main, bâilla et retourna en courant au lit, se blottissant contre les 2 autres qui dormaient déjà profondément. Julian resta à la porte pendant de longues minutes, observant les 3 petits corps enfin détendus dans un sommeil sûr, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Non seulement l'étrange déclaration de l'enfant, mais aussi sa propre action impulsive de les ramener chez lui. Il partit silencieusement, refermant la porte derrière lui. Il ne répondit pas à la mystérieuse affirmation de l'enfant, mais il ne l'oublia pas non plus. Julian Aramis se réveilla en sursaut. Un instant, il fut désorienté, incapable d'identifier ce qu'il avait tiré de son sommeil. Sa chambre avait le même aspect, minimaliste, organisé, les rideaux automatisés filtrant la lumière du matin exactement selon ses préférences. Puis il l'entendit. Un rire cristallin, suivi du bruit de pas précipités dans le couloir. La réalité de la nuit précédente revint en force. Les 3 filles, la décision impulsive, le nouvel arrangement sous son toit parfaitement contrôlé. Julian vérifia l'heure, 6h47. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était réveillé sans l'alarme précise à 5h30. Il enfila une robe de chambre en soie par-dessus son pyjama, une habitude inutile dans une maison où il avait toujours vécu seul, et se dirigea vers les bruits qui envahissaient sa routine. La scène dans la cuisine le stoppa net, incertain de la façon de réagir. L'aînée des 3, Ivy, était debout sur une chaise traînée jusqu'au comptoir, essayant d'atteindre les placards supérieurs. La cadette, Sophie, était assise à la table de la cuisine, absorbée à dessiner quelque chose sur l'une de ses coûteuses serviettes en lin avec ce qui ressemblait à un crayon de son bureau. Et la plus petite, Leia, tournait au centre de la cuisine, une couverture apparemment prise du lit nouée autour de sa tête comme un turban improvisé. « Sorcier, sorcier, sorcier de la forêt !» chantait la petite en tournoyant jusqu'à ce qu'elle ait le vertige et s'affale en riant de sa propre tête qui tourne. Aucune d'elles ne l'avait encore remarqué. Julian resta immobile, tel un anthropologue observant une tribu nouvellement découverte. Il y avait quelque chose à la fois de fascinant et de troublant dans la rapidité avec laquelle elles avaient transformé l'environnement stérile en quelque chose de vivant. « Bonjour », dit-il finalement, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. 3 têtes se tournèrent simultanément vers lui. Ivy faillit perdre l'équilibre sur la chaise. Sophie cacha rapidement son dessin avec sa main, comme si elle craignait une réprimande. Seule Leia, toujours assise par terre avec son turban improvisé, lui adressa un large sourire. « L'homme riche !» s'exclama-t-elle, comme si c'était le nom naturel de Julian. « On cherchait à manger.
expliqua Ivy en descendant agilement de la chaise. On ne voulait pas te réveiller. Il y avait une certaine dignité dans la façon dont la fillette parlait, assumant la responsabilité sans s'excuser. Julian réalisa qu'elle s'occupait probablement de ses sœurs depuis assez longtemps pour développer ce comportement. Ce n'est rien, répondit-il, se sentant gauche dans sa propre cuisine. Prenons le petit déjeuner. Le problème se présenta immédiatement. Que mangeait-elle exactement? Le réfrigérateur de Julian contenait principalement des repas préparés par un chef privé, emballés individuellement avec des étiquettes nutritionnelles détaillées. Rien qui ne semblât approprié pour des enfants. Dans un tiroir, il y avait des barres protéinées, l'un de ces rares en cas. Vous aimez les smoothies protéinés? Demanda-t-il, sachant à quel point cela sonnait ridicule avant même d'avoir fini sa phrase. Des smoothies? Qu'est-ce que c'est? Sophie parla pour la première fois, sa voix douce et curieuse. Julian réalisa qu'il était totalement dépourvu face à cette situation. Au cours d'une carrière jalonnée de décisions à plusieurs milliards de dollars, il avait affronté des conseils d'administration hostiles, des négociations internationales tendues, des crises de marché. Mais 3 petites filles dans sa cuisine le laissaient complètement désemparé. Commandons quelque chose, décida-t-il en attrapant son téléphone. Qu'est-ce que vous aimez pour le petit déjeuner? Des crêpes, cria Leia immédiatement, bondissant du sol avec une énergie renouvelée. Avec du sirop au chocolat, ajouta Sophie, gardant toujours son dessin. Ivy resta silencieuse, comme si elle essayait de déterminer s'il y avait un piège à la question. Julian passa la commande. Crêpes, gaufres, fruits frais, jus naturel, une variété qui dépasserait certainement ce que 3 jeunes enfants pouvaient consommer. 40 minutes plus tard, la table de la cuisine, qui ne voyait que rarement autre chose qu'une tasse de café occasionnelle, était chargée de nourriture colorée, d'assiettes, de couverts et de 3 fillettes aux yeux écarquillés fixant le festin. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Sophie, incrédule. « Vous pouvez manger autant que vous voulez » répondit Julian, se servant un café noir, son petit déjeuner habituel quel que soit le festin devant lui. Il observa, fasciné, la façon dont chacune abordait le repas différemment. Ivy servit ses sœurs d'abord, s'assurant qu'elles en avaient assez avant de prendre sa propre part, comme une petite gardienne. Sophie mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était une nouvelle expérience. Leia attaqua la nourriture avec abandon, du sirop au chocolat collant sur ses doigts, ne montrant aucun souci pour l'étiquette ou la modération. Là où on habitait avant, on ne mangeait jamais autant, dit Sophie entre 2 bouchées prudentes d'une pomme. Julian sentit un pincement au cœur. Quelle faim ces enfants avaient-elles connue? Vous pouvez manger chaque fois que vous avez faim ici, dit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. Toujours. Après le petit déjeuner vint le premier de nombreux moments gênants. Que fait-on de 3 enfants pendant une journée entière? Julian avait des réunions, des emails, des décisions d'entreprise qui exigeaient toujours son attention, même avec son sombre diagnostic ou peut-être surtout à cause de cela. Il y avait des procédures à régler, des transitions à planifier. Il décida d'improviser un espace pour elles dans son bureau à domicile. Il leur fournit du papier, des crayons de couleur qu'il trouva en hâte. Quand les avait-il achetés? Il ne s'en souvenait pas, et quelques appareils électroniques qui pourraient les divertir pendant qu'ils travaillaient. L'expérience dura exactement 17 minutes. « Pourquoi ce tableau au mur est si bizarre ?» demanda Sophie, désignant une toile abstraite d'une valeur de plus d'1 million de dollars. « Quel est ton nom complet ?» continua-t-elle avant que Julian ne puisse même formuler une réponse sur l'art contemporain. « Pourquoi vis-tu seul dans une si grande maison ?» enchaîna-t-elle immédiatement après qu'il eut répondu à sa question précédente. « As-tu une petite amie? Pourquoi cette horloge fait-elle un bruit différent? Sais-tu compter jusqu'à 1000 ?» Les questions venaient par rafale, sans pause pour respirer ou élaborer une réponse. Pendant ce temps, Leia avait découvert que les fauteuils roulants du bureau pouvaient tourner et elle tournoyait maintenant jusqu'à en avoir le vertige, poussant des cris de joie à chaque tour. Ivy, bien que plus réservée, ouvrait systématiquement chaque tiroir qu'elle pouvait atteindre, examinant le contenu avec une curiosité à peine dissimulée. « Est-ce qu'il y a beaucoup de règles ici ?» demanda-t-elle finalement lorsque Julian lui pria gentiment de ne pas toucher certains documents. La question le frappa comme une gifle. Combien de règles avaient régi toute sa vie? Horaires, protocoles, attentes, normes de comportement. Toutes auto-imposées, toutes rigoureusement suivies. Sa maison en était le reflet, un espace où chaque objet avait une place désignée, où le silence était la norme, où l'imperfection ne trouvait aucun refuge. Non, répondit-il finalement. Pas beaucoup. Mais alors que la matinée se transformait en après-midi,
Julien réalisa qu'il avait besoin d'aide. Les 3 petites présences exigeaient une attention constante, leurs besoins bien plus immédiats et authentiques que toute crise d'entreprise qu'il avait jamais affrontée. Une recherche rapide en ligne et quelques appels téléphoniques plus tard, une agence spécialisée dans la garde d'enfants promit d'envoyer quelqu'un d'expérimenté avec des références impeccables plus tard dans la journée. Julien soupira de soulagement. Il pourrait retourner au bureau, maintenir un semblant de son ancienne routine pendant qu'il organiserait quelque chose de plus permanent pour les filles. Quoi que cela signifie. La nounou, une femme d'âge mûr nommée Clara, arriva en début d'après-midi. Son regard expérimenté embrassa la situation particulière avec un professionnalisme admirable. Un milliardaire célibataire tentant de travailler pendant que 3 enfants, manifestement sans lien de parenté avec lui, transformaient son manoir immaculé en un champ de bataille d'oreillers, de dessins et de questions sans fin. « Vous avez adopté ?» demanda-t-elle discrètement après les présentations initiales. « C'est temporaire », répondit Julien évasivement. Clara hocha la tête sans insister. « Je vois. Elles semblent affamées d'attention. Elles ont probablement traversé beaucoup de choses. » Julien ne sut quoi répondre. « Elles étaient dans la rue », dit-il finalement, embarrassé par sa propre ignorance de l'histoire des enfants qui l'avait conduit à les ramener chez lui. « Je prendrai bien soin d'elles pendant que vous travaillez », l'assura Clara. Les enfants ont besoin de routine, de sécurité et de beaucoup d'affection pour commencer à se remettre d'un traumatisme. Avec Clara aux commandes, Julien réussit enfin à se retirer dans son bureau. Il ferma la porte, pensant pouvoir retrouver un semblant de normalité. Mais même avec leur voix étouffée par la distance, quelque chose avait changé. Son esprit restait divisé, une partie de lui toujours à l'écoute des bruits lointains, des rires, des voix qui imprégnaient maintenant sa maison. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Julien essayait de garder ses distances, se concentrant sur le travail, laissant les complexités de la garde d'enfants à Clara. Il la payait généreusement pour cela, après tout. Clara était sans aucun doute efficace. En quelques jours, elle avait établi des horaires pour les repas, les bains, les activités éducatives et récréatives. Elle acheta des vêtements adaptés pour les filles, des livres pour enfants, des jouets soigneusement sélectionnés pour chaque tranche d'âge. Elle transforma l'une des chambres d'amis en un espace coloré et accueillant, avec des dessins sur les murs et des meubles plus adaptés aux enfants. Julien observait ces changements avec un mélange d'approbation et de malaise. D'une part, sa maison était devenue méconnaissable, des murs autrefois immaculés arboraient maintenant des dessins d'enfants, des espaces minimalistes étaient maintenant envahis par des jouets colorés, le silence remplacé par une cacophonie de rires, de pleurs et de bavardages. D'autre part, il y avait quelque chose d'inexplicablement juste dans cette transformation, comme si la maison, autrefois une coquille vide, avait enfin trouvé sa raison d'être. Malgré sa prétendue concentration sur le travail, Julien se retrouva à rentrer plus tôt à la maison le premier jour, puis le suivant, et celui d'après. Les visioconférences lui semblaient maintenant insupportablement longues, les réunions interminables. Il se surprenait à trouver des excuses pour partir plus tôt, refusant des invitations à des dîners d'affaires qui auraient autrefois été prioritaires. Dès la première semaine, Clara remarqua « Vous rentrez de plus en plus tôt », commenta-t-elle nonchalamment en préparant le dîner des filles. Julien haussa les épaules, essayant de paraître indifférent. « Je travaille de la maison. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Il ne travaillait pas pendant ces fins d'après-midi. Il était assis par terre dans le salon avec Leia, feignant de s'intéresser à ces histoires fantastiques de dragons et de princesses. Il écoutait Sophie expliquer la logique particulière derrière ces dessins de plus en plus élaborés. Il aidait Ivy à construire d'impressionnants forts d'oreillers et de couvertures. Des changements subtils commencèrent à apparaître dans toute la maison. Dès la première semaine, des dessins colorés apparurent scotchés à la porte chromée du réfrigérateur. Des œuvres abstraites aux traits audacieux, signées en lettres tremblantes pour l'homme à la grande maison, de Sophie. L'instinct premier de Julien fut de les enlever, de maintenir l'esthétique minimaliste qu'il avait toujours chérie. Mais sa main s'arrêta en plein vol, incapable d'effacer cette petite marque colorée sur son monde monochrome. Au lieu de cela, il se surprit à admirer les lignes maladroites, essayant de décoder les formes qu'elles étaient censées représenter. Le lendemain, il trouva une poupée de chiffon assise sur le fauteuil de designer italien qu'il n'utilisait jamais, une pièce ignorée depuis qu'elle avait été recommandée par un magazine de décoration d'intérieur. La poupée, avec ses yeux en bouton et ses cheveux en laine, semblait curieusement à sa place là, apportant de la vie à un meuble qui avait toujours été plus une déclaration de statut qu'un objet fonctionnel.
Dans l'entrée principale, 3 paires de chaussons colorés, vraisemblablement achetés par Clara, formaient maintenant une rangée inégale près de la porte, un contraste saisissant avec le sol en marbre importé. Julien se surprit à les redresser en passant, les alignant inconsciemment dans un geste qui lui parut presque paternel, un geste qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Les soirées apportèrent une autre transformation subtile. Après les premiers jours où il gardait ses distances pendant la routine du coucher, gérée par Clara, Julien commença à se montrer dans la chambre partagée des filles. D'abord juste pour un rapide bonne nuit, puis pour vérifier si elles étaient bien bordées. Finalement, il resta pour répondre aux demandes d'une histoire. Un soir particulièrement froid, il entra dans la chambre après que Clara se fut retirée et trouva Leia découverte, ayant repoussé la couverture pendant un sommeil agité. Instinctivement, il s'agenouilla pour la couvrir, bordant doucement le tissu autour de ses petites épaules. Il observa son visage endormi, les joues roses, les lèvres légèrement entr'ouvertes, l'expression d'abandon total que seuls les enfants atteignent dans un sommeil profond. Quelque chose se serra en lui, pas de la douleur, mais quelque chose d'aussi intense. En se relevant, il réalisa qu'Ivy l'observait dans le noir, ses yeux brillant d'une question silencieuse. « Tu habites ici avec nous ?» dit-elle doucement, sans réveiller les autres. « Ou tu viens juste en visite ?» La question le prit au dépourvu. Que faisait-il exactement? Quel était cet arrangement? Un abri temporaire pour 3 orphelines pendant qu'il trouvait une solution plus adaptée? Une expérience sociale particulière entreprise par un homme confronté à sa propre mortalité? Ou quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer? Commença Julien, puis s'arrêta. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, il n'avait pas de réponse prête, calculée, précise. Je ne sais pas, admit-il finalement. Ivy hocha la tête, comme si cela avait parfaitement du sens. Bonne nuit, alors, dit-elle simplement en se retournant pour dormir. Julien resta là un moment, dans l'obscurité, observant 3 petites silhouettes qui, en quelques jours, avaient complètement changé le tissu de son existence. La maison, autrefois un monument à sa solitude, pulsait maintenant de vie. Le silence, autrefois constant, était maintenant un visiteur rare et temporaire. Il se sentait envahi, ses espaces, ses affaires, sa routine, tout cela revendiqué par de petites mains qui ne demandaient ni permission ni ne connaissaient ou ne se souciaient de la valeur monétaire ou de l'exclusivité des choses qu'elles touchaient. Et étrangement, il se sentait aussi accompagné. Pas seulement physiquement, mais dans un sens plus profond, comme si un vide qui existait depuis si longtemps qu'il était devenu une partie de lui était maintenant, petit à petit, en train d'être comblé. En retournant dans sa propre chambre, Julien réalisa que quelque chose de fondamental était en train de changer. Pendant des années, il avait vécu dans un état d'écoute sélective, à l'écoute uniquement des informations pertinentes pour ses objectifs, filtrant tout le reste comme du bruit de fond. Maintenant, il commençait à entendre, vraiment entendre. Les questions sans fin de Sophie sur le fonctionnement du monde, des questions qu'il avait lui-même cessé de se poser depuis longtemps. Les murmures à moitié endormis de Leia dans ses rêves. Le ton subtilement autoritaire d'Ivy lorsqu'elle organisait ses sœurs. Et plus encore, le rythme de la maison elle-même, acquérant son propre pouls, différent du tic-tac mécanique des horloges précises qui avaient autrefois régi son existence. Cette nuit-là, Julien dormit avec la porte de sa chambre ouverte pour la première fois, se disant que c'était pour entendre si l'une d'elles avait besoin de lui. Mais la vérité, qu'il n'était pas tout à fait prêt à admettre, était que le son de la respiration d'autres personnes dans la maison rendait sa propre respiration plus facile à supporter. Une pluie battante tomba cette nuit-là, transformant les immenses fenêtres du manoir en écrans aquatiques où les lumières lointaines de la ville dansaient en motifs hypnotiques. Le martèlement des gouttes de pluie contre le verre créait une sorte d'isolation acoustique, comme si la maison flottait dans une bulle, séparée du reste du monde. Julien avait renvoyé Clara plus tôt. La nounou, sentant le lien grandissant entre l'homme et les filles, s'était progressivement mise en retrait le soir, leur permettant de trouver leur propre rythme en tant qu'unité familiale improbable. Après le dîner, alors que des coups de tonnerre lointains faisaient occasionnellement sursauter Leia, Julien suggéra une soirée cinéma dans le salon, un espace qu'il avait à peine utilisé avant l'arrivée des filles, malgré l'impressionnant système audiovisuel installé. « On peut faire un fort ?» demanda Sophie, déjà excitée par l'idée. Julien fronça les sourcils, confus. « Un fort ? » ?»« Oui, avec des couvertures et des oreillers, » expliqua Ivy, prenant déjà les devants. « On faisait ça avant ?» Quelque chose dans la façon dont elle dit « avant » fit hocher la tête à Julien sans poser de questions. Au cours de la demi-heure suivante,
Le salon minimaliste se transforma en un abri douillet de draps en coton égyptien coûteux drapé entre les canapés, de piles d'oreillers en duvet d'oie stratégiquement disposées, et d'un éclairage tamisé créant une atmosphère intime à l'intérieur de la structure de fortune. Le résultat était absurdement incongru avec le décor de la maison, et inexplicablement parfait. Julian se retrouva assis par terre, appuyé contre des coussins, avec Leia pratiquement sur ses genoux, Sophie à sa droite, et Ivy gardant sa distance vigilante caractéristique, bien que visiblement plus détendue qu'au premier jour. Le film choisi, un dessin animé sur une famille de super-héros, était terminé, mais personne ne bougeait. La pluie continuait dehors, la chaleur à l'intérieur du fort formant une bulle de confort que personne ne semblait vouloir quitter. « Tu as un vrai papa ?» demanda Leia soudainement, tournant son visage pour regarder Julian. Le silence qui suivit fut palpable. Ivy lança un regard d'avertissement à sa jeune sœur, mais la question était déjà posée, impossible à ignorer. « Pourquoi demandes-tu ça ?» esquiva Julian, gagnant du temps, se sentant soudain vulnérable. « Parce que nous, on n'en a plus, » répondit Leia avec la franchise brutale d'un petit enfant. « Notre maman est partie au ciel. » Julian sentit le corps d'Ivy se tendre, même à distance. Un territoire délicat avait été franchi, pas seulement le sien, mais le leur. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» demanda-t-il doucement, s'aventurant dans des eaux qu'il avait soigneusement évitées jusqu'à présent. « Il y a longtemps, » répondit Sophie, serrant ses propres genoux. Elle est tombée malade, et puis elle s'est endormie pour toujours. Ses grands yeux se remplirent de larmes qu'elle essaya de cacher. Julian sentit sa poitrine se serrer. Malade, endormie pour toujours, les mots résonnèrent en lui, entrant en collision avec son propre diagnostic mortel, toujours non partagé. « C'est arrivé très vite », ajouta Ivy, sa voix plus grave qu'il ne semblait possible pour quelqu'un d'aussi jeune. Un jour, elle allait bien, le lendemain. Elle ne termina pas sa phrase. Julian réalisa qu'Ivy avait probablement des souvenirs plus vifs, plus douloureux. Elle portait non seulement son propre chagrin, mais aussi la responsabilité de protéger ses jeunes sœurs. « Et votre père ?» demanda Julian, redoutant la réponse. « Jamais, » dit Ivy simplement. « Maman a dit qu'il était parti avant notre naissance. »« Vous toutes ?» ?»« Oui, » répondit Ivy, le regardant droit dans les yeux. « Nous sommes de vraies sœurs. Même maman, même papa. Il ne voulait juste rien avoir à faire avec nous. » La colère contenue dans les mots d'Ivy révélait une maturité forcée, une compréhension prématurée de l'abandon qui fit reculer Julian intérieurement. Quel genre d'homme abandonnerait trois êtres aussi extraordinaires sans regarder en arrière? « C'est pour ça qu'on s'est enfui du foyer, » continua Sophie, rejoignant la conversation. « Ils allaient nous séparer, nous envoyer chacune dans des endroits différents. »« Comment le saviez-vous » demanda Julian, sincèrement curieux. « Ivy les a entendus parler, » expliqua Sophie. Ensuite, elle a fait un plan, et on a attendu la nuit pour s'échapper. Julian regarda Ivy avec un nouveau respect. La fillette avait organisé une évasion, gardé ses sœurs ensemble et survécu dans la rue assez longtemps jusqu'à ce qu'il les trouve ou qu'elle le trouve. Il n'était plus sûr de la version qui était vraie. « Vous avez été très courageuse, » dit-il, sentant que tout autre commentaire serait inadéquat étant donné l'ampleur de ce qu'elles avaient enduré. Un silence confortable suivit, rompu seulement par le bruit de la pluie. Les enfants avaient partagé leur histoire, une histoire de perte, d'abandon et de détermination farouche à rester ensemble. Maintenant, la balle était dans le camp de Julian. « Et toi, tu as une maman et un papa ?» demanda Sophie, retournant la question avec la même curiosité sincère. Julian hésita. Cela faisait des décennies qu'il n'en avait pas parlé. Dans son ascension fulgurante dans le monde de l'entreprise, il avait construit un récit soigneusement édité de sa vie, un récit qui omettait tout signe de vulnérabilité ou d'abandon. Son histoire officielle, présentée dans les profils de magazines et les biographies d'entreprise, déclarait simplement qu'il était enfant unique et que la valeur du travail acharné lui avait été inculquée très tôt. Mais ici, dans l'intimité de ce fort de fortune, devant trois pères dieux qui avaient déjà vu plus de douleur qu'elle n'aurait dû, ses couches protectrices lui semblaient inutiles, voire impossibles à maintenir. « Ma mère est morte quand j'étais enfant, » dit-il finalement, les mots rauques dans sa gorge. « J'avais 6 ans. Un cancer. » Il sentit le petit poids de Leia se presser plus près contre lui, un geste instinctif de réconfort qui faillit briser son sang-froid. « Et mon père ?» Julian prit une profonde inspiration. « Il est toujours en vie, mais il n'a jamais été là pour moi après la mort de ma mère. Il s'est noyé dans le travail et l'alcool, et moi, je me suis éloigné de lui.
C'était une simplification brutale d'années de négligence, de nuits passées seules pendant que son père travaillait ou buvait, de cadeaux coûteux remplaçant la présence, d'attentes impossibles et de critiques constantes. Mais c'était la vérité essentielle. Les yeux d'Ivy rencontrèrent les siens, et Julian y vit une reconnaissance qu'aucun enfant ne devrait pouvoir exprimer, la compréhension partagée de quelqu'un qui a assumé des responsabilités bien trop grandes, bien trop tôt. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes empathiques, et Leia tendit simplement la main et prit la sienne, un geste si simple et profond que Julian sentit quelque chose se briser en lui. Personne ne dit rien d'autre. Ce n'était pas nécessaire. À ce moment-là, assis par terre dans son manoir d'1 milliard de dollars, entouré de draps à haute densité de fils formant un abri improvisé, Julian comprit qu'il avait trouvé quelque chose que son argent n'avait jamais pu acheter, des gens qui comprenaient sa solitude parce qu'il l'avait vécu aussi. Un miroir de sa propre histoire de perte, reflété dans les yeux de ses 3 petites survivantes. La pluie continuait dehors, mais à l'intérieur de ce fort, quelque chose avait fondamentalement changé. Une connexion s'était formée, invisible mais indéniablement réelle, tissée à partir des fils d'histoires partagées, de vulnérabilités exposées et de la reconnaissance silencieuse qu'improbablement, ils s'étaient trouvés les uns les autres précisément au moment où ils en avaient le plus besoin. Le dimanche matin se leva clair et lumineux, un contraste saisissant avec la tempête de la nuit précédente. Julian se réveilla au son de rires étouffés dans le couloir. Il ouvrit les yeux et regarda un rayon de soleil traverser la fenêtre, formant un motif doré au plafond. Quelque chose avait changé après la conversation de la nuit dernière. La vulnérabilité qu'ils avaient partagée avait construit un pont entre lui et les filles, une reconnaissance mutuelle de blessures similaires, de vides similaires. Pour la première fois depuis qu'il avait reçu son diagnostic, Julian ne se réveilla pas avec cette lourdeur écrasante dans la poitrine. Il se leva, s'habilla de façon décontractée, une habitude désormais ces dernières semaines, et suivit les bruits des voix d'enfants. Il trouva les 3 dans la cuisine, tentant avec peu de succès de préparer le petit déjeuner. De la farine était éparpillée sur le comptoir, des coquilles d'œufs gisaient sur le sol, et ce qui ressemblait au début d'une pâte à crêpes remplissait un grand bol. « On fait une surprise », annonça Leia en le voyant, son visage et ses cheveux déjà couverts de farine. « Ivy a dit qu'on pouvait le faire toute seule », expliqua Sophie, tenant un œuf en équilibre précaire dans sa main. « Mais c'est difficile. » Julian inspecta la scène, sa cuisine immaculée transformée en zone de guerre culinaire, 3 petites silhouettes concentrées sur une mission impossible. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Il se mit à rire. Pas le rire poli et contrôlé qu'il utilisait lors d'événements sociaux, pas le bref petit rire calculé en réunion de conseil. Un rire authentique, partant du fond de sa gorge et explosant de manière incontrôlable, le pliant en 2, lui faisant monter les larmes aux yeux. Les filles arrêtèrent ce qu'elles faisaient, surprises par sa réaction. Un instant, elles semblèrent incertaines, jusqu'à ce que Leia, contaminée par le rire, se joigne à lui, suivie par Sophie. Seule Ivy garda une expression sérieuse, bien que ses lèvres tremblassent sous l'effort de contenir un sourire. « Désolé », réussit à dire Julian entre 2 rires. « C'est juste, vous toutes, la cuisine est un désastre. On allait nettoyer après », acheva Ivy, s'autorisant enfin un sourire. « J'en suis sûr », dit Julian, essuyant une larme de rire, essayant de retrouver son calme. « Faisons-le ensemble, d'accord ? Je peux aider. » Et c'est ainsi que Julian Aramis, PDG d'un conglomérat d'1 milliard de dollars, se retrouva à apprendre à 3 petites filles comment faire des crêpes un dimanche matin. Il leur montra comment casser les œufs sans éparpiller les coquilles partout, comment mesurer correctement les ingrédients, comment retourner la crêpe au moment exact. Clara arriva en milieu de matinée, trouvant la scène inhabituelle dans la cuisine. Elle se tint à la porte, observant Julian et les filles à table, mangeant des crêpes légèrement difformes mais mangeables, au milieu de bavardages animés et de rires. « Bonjour », dit-elle finalement, annonçant sa présence. « Clara !» s'exclama Sophie. « On a fait des crêpes avec Julian. »« Je vois », répondit la nounou avec un sourire chaleureux. « Elles ont l'air délicieuses. »« Vous voulez en goûter ?» proposa Julian en tirant une chaise. « Il y en a plein. » Clara hésita, puis accepta, se joignant à eux pour le repas improvisé. Julian remarqua comment la dynamique avait changé. Les premières semaines, il avait pratiquement confié les filles aux soins de Clara, gardant ses distances. Maintenant, ils semblaient tous former une unité cohérente, inhabituelle, improbable, mais qui fonctionnait. Le reste de la journée se déroula avec une légèreté que Julian n'avait pas connue depuis des années. Dans le jardin arrière,
il aida les filles à créer une balançoire improvisée à partir d'un vieil arbre. Dans le salon, il s'assit par terre, écoutant Sophie narrer des histoires fantastiques de princesses guerrières et de dragons amicaux, chacune plus absurde et captivante que la précédente. Et alors la princesse dit au dragon, « Tu ne me brûleras pas parce que je connais ton secret. » Sophie gesticulait de façon dramatique en racontant. Et le dragon eut très peur parce que son secret, c'était qu'il ne savait pas nager et qu'il avait peur de l'eau. Julian sourit, complètement immergé dans le récit, tandis que Leia, trop excitée par l'histoire, tournoyait dans le salon jusqu'à perdre l'équilibre et tomber sur le tapis, riant de son propre manque de coordination. Il fut surpris par le plaisir qu'il ressentait dans ces moments simples, la satisfaction d'apprendre à Ivy à couper des fruits pour un goûter, l'attention sincère qu'il portait aux contes imaginatifs de Sophie, la joie de regarder Leia danser sans aucune inhibition. C'étaient des plaisirs qu'il n'avait jamais inclus dans son répertoire d'expériences, de petites joies quotidiennes qu'il avait sacrifiées dans la poursuite implacable du succès, de la croissance de l'entreprise, de la prochaine acquisition, du prochain milliard. Clara observait discrètement, intervenant lorsque c'était nécessaire, mais se retirant de plus en plus pour laisser Julian assumer le rôle actif central dans la vie des filles. Il n'était plus seulement l'homme qu'il avait engagé pour s'occuper d'elles, il faisait maintenant partie intégrante de leur monde quotidien. Ce soir-là, après le dîner et l'heure du bain, vint le moment qui était devenu une routine, l'histoire du soir. Habituellement, Clara leur lisait, Julian se montrant occasionnellement pour dire bonne nuit. Mais cette fois, lorsqu'il entra dans la chambre des filles pour le rituel nocturne, Ivy le surprit. « Pourrais-tu lire l'histoire ce soir » demanda-t-elle en lui tendant un livre. Julian jeta un coup d'œil à Clara, qui lui adressa un sourire discret avant de se retirer tranquillement, le laissant seul avec les 3 filles blotties dans leur grand lit. Il s'assit sur le bord, prenant le livre qu'Ivy lui offrait, une histoire sur une famille de lapins construisant une maison dans les bois. Il ouvrit à la première page et commença à lire. Sa voix, d'abord ferme et contrôlée, mais à mesure que l'histoire progressait, le père lapin protégeant ses lapros pendant une tempête, leur apprenant à trouver de la nourriture, les réconfortant quand ils avaient peur, sa voix commença à vaciller. Une émotion inattendue le submergea, un sentiment d'identification avec ce personnage fictif qui était simplement en train d'être un père. Julian réalisa que les 3 le regardaient attentivement, non seulement écoutant l'histoire, mais jaugeant ses réactions. Leia posa sa tête sur son bras, Sophie s'assit en tailleur, les yeux écarquillés d'attention, et Ivy, toujours observatrice, semblait l'étudier avec une compréhension au-delà de son âge. Au moment où il atteignit la dernière page, sa voix était chargée d'émotion. Il ferma doucement le livre, sentant le poids de ce moment. « J'ai aimé comment tu as lu, » dit Ivy doucement. « Tu as fait des voix différentes pour chaque lapin. » Julian sourit, incapable de parler. Il ajusta les couvertures autour d'elle, vérifiant qu'elles étaient confortables, et se pencha pour éteindre la lampe. « Bonne nuit, » murmura-t-il en se levant pour partir. « Bonne nuit, Julian, » répondit Sophie, les yeux déjà fermés. « Bonne nuit, » marmonna Leia, serrant un lapin en peluche. « Bonne nuit, » hésita Ivy, comme si elle considérait quelque chose d'important. « Merci pour l'histoire. » Fermant doucement la porte derrière lui, Julian resta un moment dans le couloir, appuyé contre le mur, absorbant ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement qu'il leur avait lu une histoire ou passé une journée agréable ensemble. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Pour la première fois de sa vie, Julian Aramis se sentit comme un père. Pas un tuteur temporaire, pas un bienfaiteur distant, mais quelqu'un d'essentiel et de présent dans la vie de ses enfants. Et le sentiment était terrifiant et merveilleux à la fois. Julian se réveilla en sueur froide. Un instant, il fut désorienté, incapable de localiser ce qu'il avait brutalement tiré de son sommeil. Le cauchemar pulsait encore dans sa conscience, des images vives d'un hôpital, de visages d'enfants dévastés par la perte, de promesses brisées. Il s'assit, respirant difficilement, tandis que les derniers fragments du rêve se dissipaient, ne laissant que la terreur viscérale qu'ils avaient apportée. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 3h27. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la climatisation et des systèmes de sécurité. Julian passa ses mains sur son visage humide, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Le cauchemar avait été cruel dans sa simplicité. Il était dans un hôpital, relié à des machines, tandis qu'Ivy, Sophie et Leia observaient depuis le seuil de la porte, des larmes aux yeux qui ne voulaient pas couler, leur petit corps rigide dans la posture de ceux qui ont déjà connu l'abandon. Dans le rêve, Julian essayait désespérément d'expliquer, de promettre qu'il ne choisissait pas de partir,
qu'il ne voulait pas les quitter, mais aucun son ne sortait. Et les filles se détournaient simplement, marchant dans un couloir sans fin jusqu'à disparaître. Maintenant assis dans sa chambre obscure, la terreur du rêve laissa place à une réalité tout aussi terrifiante. Le cancer. Le diagnostic qui avait été temporairement éclipsé par la révolution que ses 3 filles avaient apportée dans sa vie. 3 mois, avait dit le médecin. Près d'1 mois s'était déjà écoulé depuis. « Et si je meurs et que je les laisse seuls » murmura-t-il à la pièce vide. « Je vais les briser, comme j'ai été brisé. » La prise de conscience le frappa durement. Il répétait, différemment mais tout aussi traumatisant, exactement ce que son père lui avait fait, abandonner un enfant au moment où il avait le plus besoin de stabilité et de sécurité. Son père s'était retiré émotionnellement, se noyant dans le travail et l'alcool. Julian était sur le point de se retirer définitivement, par la porte irrévocable de la mort. Ivy, qui portait déjà le poids de protéger ses sœurs. Sophie, avec sa sensibilité et ses questions sans fin sur le fonctionnement du monde. Leia, trop jeune pour saisir pleinement le concept de la mort, mais parfaitement capable de ressentir le vide de l'absence. Elles avaient déjà perdu une mère. Elles avaient affronté les soins institutionnels, la menace de séparation, la rue. Et maintenant, au moment où elles trouvaient enfin une certaine stabilité, un certain confort, un certain espoir, il allait leur infliger une nouvelle perte. Julian bondit de son lit, incapable de rester avec ses pensées. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville endormie, ses lumières formant des constellations artificielles contre le ciel sombre. À quoi avait-il bien pu penser, de toute façon? Qu'il pouvait simplement accueillir 3 enfants, former des liens, puis disparaître, laissant un trou dans leur vie précisément au moment où elles commençaient à croire que, peut-être, juste peut-être, les adultes ne les abandonneraient pas toujours? Non, c'était trop égoïste. Autant leur présence avait comblé un vide dans sa propre vie, autant leur rire avait donné de la couleur à ses jours restants, il ne pouvait pas continuer ainsi. La chose la plus responsable, la plus douloureuse mais la plus correcte, serait de leur trouver un foyer permanent. Une famille stable, avec des parents en bonne santé. Des gens qui pourraient être là pendant des décennies, pas seulement des semaines. Quelqu'un qui pourrait les voir partir à l'université, assister à leur remise de diplôme, rencontrer leurs futurs partenaires, peut-être même leurs petits-enfants un jour. Toutes ces choses que Julian savait qu'il ne vivrait pas pour voir. Avec une résolution amère mais ferme, il se recoucha, bien qu'il sût que le sommeil ne viendrait pas facilement. Il devait agir vite. Il ne pouvait pas permettre que leur lien se renforce davantage, rendant la séparation inévitable encore plus traumatisante. Le matin, dès que les filles descendirent prendre leur petit déjeuner avec Clara, Julian s'enferma dans son bureau et passa l'appel qu'il s'était promis de faire. Service de protection de l'enfance. Bonjour, répondit une voix féminine à l'autre bout du fil. Bonjour, je m'appelle Julian Aramis. J'ai besoin de parler à quelqu'un concernant un cas de placement. 20 minutes et plusieurs transferts plus tard, Julian programma enfin une réunion avec une assistante sociale principale pour l'après-midi même. Il raccrocha avec une sensation physique de nausée, comme s'il venait de signer une condamnation. Il évita la cuisine où il pouvait entendre les voix excitées des filles et les réponses patientes de Clara. Il se glissa par la porte de derrière sans dire au revoir, incapable d'affronter celle qui, en si peu de temps, était devenue le centre de son monde. La réunion dans les bureaux austères des services sociaux fut aussi difficile que Julian l'avait anticipé. L'assistante sociale, une femme d'âge mûr nommée Dr Ramirez, avait des yeux compatissants mais perspicaces derrière des lunettes à monture épaisse. Elle posa des questions pointues sur la façon dont les filles étaient arrivées chez lui. « Alors, vous les avez simplement trouvées dans la rue et les avez recueillies ?» demanda-t-elle, son ton professionnel masquant à peine son incrédulité. Julian se tortilla mal à l'aise sur la chaise rigide. « Je sais que cela semble irrégulier. Cela ressemble à un enlèvement, monsieur Aramis, corrigea l'assistante sociale, bien que son ton ne fût pas accusateur. Si ce n'était le fait qu'elles étaient apparemment sans abri et sous la garde légale de personne à ce moment-là. J'aurais dû contacter les autorités immédiatement, admit Julian. Mais elles ont dit qu'elles s'étaient enfuies d'un foyer parce qu'on allait les séparer. Je voulais juste aider. Docteur Ramirez l'étudia un moment. Bonnes intentions ou pas, la procédure était complètement irrégulière. Néanmoins, nous en sommes là. Vous avez mentionné que vous cherchiez des options de placement permanent ? Julian déglutit difficilement. Oui. Je veux qu'elles soient placées dans un foyer permanent, ensemble. Il est crucial qu'elles restent ensemble. Cela pourrait être compliqué. 3 sœurs, d'âge différents.
Peu de familles sont préparées à ce genre d'engagement. Je peux. Julian hésita. Je peux offrir un soutien financier. Mettre en place un fonds pour l'éducation, les soins de santé, les besoins futurs. Je veux juste m'assurer qu'elles aient de la stabilité et qu'elles restent ensemble. L'assistante sociale le considéra avec un intérêt renouvelé. Pourquoi cette soudaine urgence pour un placement, monsieur Aramis? D'après votre description, les filles semblent bien s'adapter chez vous. Vous avez engagé une aide professionnelle, vous avez manifestement plus que suffisamment de ressources pour vous en occuper. Julian baissa les yeux. Comment pouvait-il expliquer? Comment dire qu'il était mourant, que toute relation qu'il construirait avec ses enfants serait écourtée en quelques semaines? J'ai des engagements professionnels qui m'empêchent d'être le tuteur adéquat à long terme, répondit-il finalement, haïssant la demi-vérité mais incapable d'exprimer toute la vérité. Docteur Ramirez parut peu convaincu, mais elle prit des notes sur son bloc-notes. Je vais commencer à chercher des options de placement conjoint. Cependant, monsieur Aramis, je dois vous avertir que ce processus n'est pas rapide. Cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour trouver une famille appropriée prête à accueillir 3 sœurs en même temps. Des semaines? Julian sentit un frisson le parcourir. Des semaines signifiaient que les filles pourraient encore être avec lui quand la fin arriverait. Au minimum, confirma l'assistante sociale. En attendant, si vous êtes disposé, les filles peuvent rester sous votre garde temporaire. Nous devrons formaliser cela, bien sûr. Il y aura des visites à domicile, des évaluations, beaucoup de paperasse. Mais étant donné les circonstances inhabituelles et le fait que les séparer pourrait causer plus de traumatisme, cela semble l'option la moins perturbatrice pour l'instant. Julian hocha la tête mécaniquement, son esprit tourbillonnant de délais, de possibilités, de scénarios. En quittant le bâtiment gouvernemental gris avec un dossier de formulaire pour officialiser la garde temporaire, il eut le sentiment pesant d'avoir simultanément fait la bonne chose et la chose absolument mauvaise. Il rentra chez lui tard dans l'après-midi, mentalement épuisé et émotionnellement vidé. La maison était silencieuse quand il entra. Clara avait probablement emmené les filles quelque part, cela faisait maintenant partie de leur routine. Il monta lentement les escaliers, se dirigeant vers sa chambre pour quelques heures de solitude avant que l'énergie des enfants ne remplisse à nouveau les pièces. En passant devant la chambre des filles, cependant, il remarqua la porte entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, pensant peut-être que Clara et les filles étaient rentrées sans qu'ils s'en aperçoivent. La chambre était vide, les lits faits, les jouets soigneusement rangés sur les étagères nouvellement installées. Il était sur le point de continuer quand une feuille de papier colorée sur le lit de Sophie attira son attention. Il entra, hésitant, s'approcha du lit et ramassa ce qui semblait être un dessin fraîchement fait. Le cœur de Julian parut s'arrêter un instant alors qu'il contemplait la création de Sophie. 4 bonshommes allumettes se tenant la main sous ce qui semblait être le simple contour d'une maison. La plus grande silhouette, représentant manifestement Julian, se tenait au centre avec les 3 filles autour de lui. Au-dessus de la maison, en grandes lettres colorées et tremblantes, Sophie avait écrit « Notre maison ». Julian sentit sa gorge se nouer, un nœud émotionnel si intense qu'il peinait à respirer. Ses doigts tremblaient alors qu'il tenait le papier, absorbant chaque détail. Comment Sophie avait dessiné Ivy avec sa queue de cheval caractéristique, comment la silhouette de Leia avait un sourire géant occupant la moitié de son visage rond, comment elles avaient toutes des sourires identiques, comment la maison qui les abritait semblait sûre, solide, permanente. La première larme tomba sur le papier avant que Julian ne réalise qu'il pleurait. Bientôt, son corps entier trembla de sanglots silencieux alors qu'il serrait le dessin contre sa poitrine, comme si c'était l'objet le plus précieux au monde. Il ne sut pas combien de temps il resta là, assis sur le lit de Sophie, pleurant comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Quand il retrouva enfin un peu de calme, le ciel s'assombrissait déjà dehors et la maison restait silencieuse. Soigneusement, il replaça le dessin exactement où il l'avait trouvé. Puis, d'un pas déterminé, il retourna dans sa chambre, prit le téléphone et composa de nouveau le numéro des services sociaux. Docteur Ramirez? Julian Aramis de nouveau. Concernant notre conversation d'aujourd'hui, il y a eu un changement. Plus tard cette nuit-là, après que Clara eut dit au revoir et que les filles furent installées au lit, Julian entra doucement dans leur chambre. Il s'assit sur le bord du lit, les 3 insistaient pour partager malgré qu'il y ait assez de place pour que chacune ait la sienne. Dans la douce lueur de la lampe de chevet, il observa leurs visages paisibles, chacun avec sa propre expression endormie. Ivy, toujours vigilante même au repos. Sophie, les sourcils légèrement froncés comme si elle rêvait de questions complexes. Leia,
complètement détendue, un minuscule sourire aux lèvres. Ivy fut la première à sentir sa présence, ouvrant les yeux comme elle le faisait toujours, attentive même à moitié endormie. « Julian » murmura-t-elle, clignant des yeux pour faire le point. « Quelque chose ne va pas ?» Le son de sa voix réveilla Sophie, qui s'assit aussi en se frottant les yeux. Même Leia s'agita, bien qu'elle gardât les yeux fermés, plus endormie qu'éveillée. « J'avais besoin de vous parler, » dit Julian, sa voix basse et intense. « Même s'il est tard, même si vous ne comprenez peut-être pas tout maintenant. » Il marqua une pause, arrangeant les pensées qu'il avait répétées pendant des heures mais qui lui semblaient soudain inadéquates sous leurs regards attentifs. « J'avais peur, » continua-t-il finalement. « Peur de trop m'attacher à vous, peur que vous vous attachiez à moi. Peur que cela fasse du mal à tout le monde plus tard. » Ivy le regarda avec une compréhension au-delà de son âge, comme si elle savait déjà exactement ce qu'il essayait maladroitement d'exprimer. « Mais maintenant, je vois que c'est moi qui ai besoin de vous, » continua Julian, la voix serrée par l'émotion. « Vous avez apporté quelque chose dans ma vie dont je ne savais même pas qu'elle manquait. Et peut-être que je peux apporter quelque chose à la vôtre aussi. » En parlant, Julian sentit la certitude grandir en lui. Oui, il était toujours mourant. Oui, il y aurait de la douleur à l'avenir. Mais il y aurait aussi de l'amour. Il y aurait une famille. Il y aurait des souvenirs que les filles pourraient chérir, des leçons qu'il pourrait enseigner, une sécurité qu'il pourrait offrir, même si c'était pour moins de temps que ce que chacune d'elles méritait. À sa surprise, Ivy bougea la première. La fillette toujours prudente, toujours protectrice, se leva, sans hésitation, enroula ses bras autour de son cou dans une étreinte serrée. Julian sentit son petit corps trembler contre le sien, et il rendit l'étreinte avec une intensité égale. Sophie vint ensuite, encore à moitié endormie mais déterminée, déposant un baiser sur sa joue avant de rejoindre le câlin de groupe. Et finalement Leia, maintenant complètement réveillée, se blottit contre sa poitrine et murmura avec la profondeur simple des jeunes enfants, « Tu es notre papa ». Les mots frappèrent Julian comme la foudre, abattant ses dernières défenses et dissolvant ses derniers doutes. Il sentit les larmes couler librement sur son visage alors qu'il les tenait toutes les trois, ses trésors inattendus, son cadeau de l'univers. « Et vous êtes mes filles, » répondit-il, la voix tremblante. À cet instant précis, dans cette chambre faiblement éclairée, berçant trois petites vies qui avaient transformé la sienne, Julian Aramis prit sa décision. Peu importait combien de temps il lui restait, 1 an, 3 mois, ou juste quelques semaines. Il serait le père dont elles avaient besoin, aussi longtemps qu'il le pourrait. Sans retenue, sans réserve. Il décida de rester, complètement. Les semaines suivantes apportèrent un changement progressif mais profond à la routine du manoir. Julian n'abandonna pas son empire corporatif, cela aurait été irréaliste, même dans des circonstances extraordinaires, mais il réduisit considérablement son implication. Le PDG perfectionniste, qui autrefois microgérait chaque aspect de son entreprise, déléguait maintenant avec une facilité surprenante. Les priorités ont changé, expliqua-t-il succinctement lors d'une réunion du conseil d'administration, ignorant les regards perplexes des cadres qui le connaissaient depuis des années et ne l'avaient jamais entendu parler de réduire sa charge de travail. Personne n'osa le questionner, bien que les rumeurs sur son changement abrupt aient couru dans les couloirs de l'entreprise. La vérité était trop simple pour que le monde de l'entreprise la comprenne. Julian Aramis avait découvert quelque chose de plus important que les bénéfices trimestriels et les acquisitions stratégiques. Ces matinées, autrefois consacrées à des visioconférences internationales avant l'aube, commençaient maintenant dans la cuisine. Il avait appris à faire le petit déjeuner, pas seulement à commander la livraison, mais à cuisiner réellement. Ses premières tentatives d'œufs brouillés avaient été désastreuses, suscitant des rires sincères d'Ivy et des expressions poliment confuses de Sophie, tandis que Leia dévorait tout sans discernement, déclarant que c'était bon même si c'était brûlé. Julian s'améliora rapidement. La même concentration et la même détermination qu'il avait appliquée à la construction de son empire étaient maintenant dirigées vers la maîtrise des crêpes parfaites et la découpe de fruits en formes amusantes. En quelques semaines, le petit déjeuner devint un rituel attendu avec impatience, non pas pour la qualité du repas lui-même, mais pour les moments partagés autour de la table. « Qui veut venir avec moi cueillir des fraises à l'épicerie après l'école » demanda-t-il un matin en versant du jus d'orange fraîchement pressé. « Moi, cria Sophie. On pourra prendre ce chocolat belge qu'on a vu à la télé ? Si tu finis tes devoirs de maths d'abord, négocia Julian, surpris de la façon naturelle dont il avait adopté le rôle de fixer des limites et des récompenses. Les journées prirent une structure centrée sur les besoins des filles, et non sur les exigences du marché.
Julien organisa son emploi du temps pour conduire Ivy à l'école chaque matin. L'aînée avait été inscrite dans une école privée voisine, tandis que Julien et Clara travaillaient avec les assistantes sociales pour régler les documents et les plans d'éducation des plus jeunes. Ces trajets matinaux avec Ivy devinrent précieux pour tous les deux. Dans la voiture, sur le chemin de l'école, la fillette baissait progressivement sa garde, partageant de petites observations sur ses camarades de classe, ses leçons, ses craintes subtiles d'être à la traîne après si longtemps sans scolarisation formelle. « Et si je ne sais pas des choses que tout le monde sait déjà ?» demanda-t-elle un matin, les doigts tripotant nerveusement la sangle de son nouveau sac à dos. « Alors tu apprends, répondit simplement Julien. Personne ne naît en sachant tout. L'important, c'est de continuer à essayer. Tu sais toutes les choses d'adulte, toi, observa-t-elle. Julien sourit. Certainement pas. J'apprends à être papa tous les jours, et je fais des erreurs tout le temps. Ces mots semblèrent réconforter Ivy plus que n'importe quelle réassurance élaborée n'aurait pu le faire. L'idée que même les adultes apprenaient et échouaient constamment lui donnait la permission d'accepter ses propres imperfections. Les après-midi au manoir prirent une nouvelle dynamique. Julien installa une table d'études dans le salon, pas le bureau formel, où il aidait Sophie avec ses premières leçons. La fillette curieuse absorbait les connaissances à un rythme impressionnant, mais avait besoin d'une redirection constante pour rester concentrée. « Pourquoi l'océan est salé ?» demandait-elle au milieu d'un exercice de mathématiques. « On finit les maths d'abord, ensuite on explorera les mers », répondait Julien, découvrant en lui un nouveau réservoir de patience. Pendant ce temps, Léa jouait généralement à proximité, construisant des châteaux imaginaires avec des blocs ou se déguisant avec des tissus colorés que Julien avait achetés spécialement pour ses costumes de princesse guerrière. En fin d'après-midi, lorsque les devoirs étaient terminés et que le dîner était encore en préparation, une tradition émergea, danser avec Léa. La petite choisissait une chanson, généralement quelque chose d'entraînant et totalement en dehors de l'univers musical que Julien choisirait de lui-même, et le traînait par la main au milieu de la pièce. Là, le PDG autrefois puissant abandonnait toute prétention de dignité, tournoyant, sautillant et improvisant des mouvements qui suscitaient des éclats de rire non seulement de Léa, mais aussi de ses sœurs qui regardaient. « Tu danses drôlement ?» observa Léa une fois entre deux éclats de rire. « Drôlement comment ?» demanda Julien, feignant d'être offensé. « Drôlement bien », précisa-t-elle en lui serrant les jambes. Clara était toujours là, une présence constante et stabilisatrice, mais son rôle avait subtilement changé. Elle n'était plus la principale dispensatrice de soins, responsable de tous les besoins des filles. Elle était devenue une partenaire, un soutien, quelqu'un qui complétait mais ne remplaçait pas la présence de plus en plus centrale de Julien. « Vous avez changé », remarqua Clara un après-midi alors qu'il regardait les trois filles jouer dans la cour. Julien ne répondit pas immédiatement, contemplant la transformation, non seulement dans sa routine, mais dans toute l'atmosphère de la maison. Le manoir, autrefois un sanctuaire à l'esthétique minimaliste et au silence contrôlé, pulsait maintenant de vie. Des jouets traînaient oubliés dans les coins les plus improbables, des murs autrefois réservés à l'art contemporain coûteux arboraient maintenant les dessins des filles, et de petites empreintes de mains apparaissaient sur les surfaces vitrées autrefois impeccablement propres. La perfection architecturale avait cédé la place à quelque chose de bien plus précieux, un foyer. « Non », dit-il finalement avec un léger sourire. « J'ai juste trouvé ce qui compte. » Et c'était vrai. Au milieu du tic-tac invisible de ses jours restants, Julien découvrait le cadeau inattendu d'une vie pleinement vécue, non pas mesurée en acquisition ou en conquête, mais en petits moments de connexion authentique. Dans le baiser de bonne nuit de Sophie, dans le sourire rare mais inestimable d'Ivy, dans les pas de danse maladroits de Léa, dans la certitude calme que même si c'était pour un temps plus court que ce que quiconque méritait, il était devenu un père dans tous les sens du terme. Le dimanche se leva avec une bruine légère qui peignait les jardins du manoir de nuances de vert plus profondes. Julien réaménageait son ancien bureau, le transformant progressivement en un espace plus convivial où les filles se sentiraient également libres d'entrer. Les murs de verre et d'acier restaient, mais il y avait maintenant des coussins colorés sur le canapé en cuir, les dessins des filles encadrés avec le même soin autrefois réservé aux œuvres d'art contemporain, et sur le bureau, des photographies dans des cadres, de minuscules aperçus de la nouvelle famille qui prenait forme. En fouillant dans le tiroir du bas du meuble, à la recherche de papier à jeter, ses doigts trouvèrent quelque chose d'inattendu. Une petite boîte qu'il n'avait pas vue depuis des années. En l'ouvrant, il sentit un pincement au cœur. Au milieu de vieux documents et de souvenirs d'enfance oubliés, se trouvait une photographie jaunie. Un garçon d'environ 5 ans, perché sur les épaules d'un jeune homme, tous deux souriant à l'appareil photo.
des sourires identiques, la même forme de lèvres, les mêmes yeux légèrement plissés quand il riait sincèrement. L'homme agrippait fermement les jambes du garçon, comme s'il promettait qu'il ne le laisserait pas tomber. Julien et son père. Il fixa la photo pendant de longues minutes, assis par terre dans le bureau, immobile à l'exception de sa respiration qui devenait haletante à chaque seconde. L'image capturait une époque d'avant la mort de sa mère, avant la distance et le retrait émotionnel, avant que le ressentiment et l'amertume ne s'accumulent année après année. Des souvenirs longtemps refoulés commencèrent à refaire surface. Son père n'avait pas toujours été absent. Il y avait eu un temps de match de baseball dans le jardin, d'histoires au coucher, de chatouilles et de rires. Autrefois, il y a longtemps, cet homme avait été tout l'univers de Julien. Jusqu'à ce que la vie, dans sa cruauté aléatoire, emporte la mère de Julien, et avec elle, une grande partie de son père également. Maintenant, regardant la photo à travers le prisme de sa propre expérience récente de la paternité, Julien se demanda combien de l'absence ultérieure de son père avait été un choix conscient et combien avait été son incapacité à gérer sa propre douleur tout en essayant d'élever un enfant seul. La question le frappa comme une révélation. Pour la première fois depuis des décennies, Julien considéra que peut-être son père n'avait pas simplement décidé de l'abandonner émotionnellement. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas su comment faire autrement, comment être suffisant alors qu'il était lui-même brisé par la perte. La prise de conscience le secoua profondément. Que se serait-il passé si lui, Julien, n'avait pas trouvé les filles? S'il avait affronté sa propre mortalité complètement seul, sans la transformation qu'elles avaient apportée à sa vie? Ne se serait-il pas aussi retiré davantage en lui-même, dans son travail, dans sa solitude auto-imposée? Ivy entra dans le bureau à ce moment-là, interrompant ses réflexions. Elle observa Julien assis par terre pendant quelques secondes, curieuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'approchant pour voir la photo dans ses mains. « C'est moi » répondit Julien, la voix légèrement rauque. « Avec mon père. » Ivy étudia attentivement la photo, puis jeta un coup d'œil à Julien. « Tu as l'air heureux » observa-t-elle avec une franchise enfantine. « Nous l'étions » confirma Julien. « À l'époque. Où est-il maintenant » La question resta en suspens. Julien réalisa qu'il ne savait pas vraiment. Il s'était tenu délibérément à distance pendant tant d'années qu'il n'était même pas certain de l'endroit où se trouvait actuellement son père. Des appels téléphoniques gênants pour les fêtes, une brève carte d'anniversaire de temps en temps, rien de plus. Je ne suis pas sûr exactement, admit-il, honteux de sa propre ignorance. Mais je vais le découvrir. 3 jours plus tard, Julien conduisait dans une rue bordée d'arbres d'un quartier résidentiel. Il se gara devant une maison modeste, bien entretenue, avec un petit jardin à l'avant où des roses commençaient tout juste à fleurir. Il vérifia l'adresse sur le morceau de papier froissé dans sa main, des informations obtenues après quelques appels téléphoniques et l'embauche d'un détective privé. Pendant plusieurs minutes, il resta immobile dans la voiture, respirant profondément, répétant mentalement ce qu'il allait dire, comment condenser des décennies d'absence et de douleur en mots cohérents, comment expliquer qu'il était mourant, qu'il comprenait enfin quelque chose sur la paternité, qu'il avait pardonné sans même s'en rendre compte jusqu'à ce moment. Finalement, il rassembla son courage et se dirigea vers la porte. Chaque pas lui semblait à la fois lourd et léger, le poids de toutes ces années de séparation équilibré par la possibilité d'une réconciliation. Il sonna à la porte et attendit, le cœur battant comme il ne l'avait pas fait depuis son adolescence. La porte s'ouvrit, révélant un homme aux cheveux complètement blancs, plus mince et plus petit que Julien ne s'en souvenait. Ou peut-être Julien avait-il simplement tellement grandi depuis qu'il avait vraiment regardé son père. Ses yeux, cependant, étaient les mêmes que sur la photo, même forme, même couleur, maintenant cerclés de rides profondes attestant d'années et d'expérience dont Julien ne savait rien. La surprise de l'homme âgé était évidente. « Julien » demanda-t-il, la voix tremblante, comme s'il voyait un fantôme. Un instant, toutes les répliques soigneusement répétées s'évanouirent. Julien se tenait là, sur le seuil de la maison de son père, pleinement conscient de l'irréalité que cette visite inattendue devait procurer à l'homme en face de lui. « Papa » réussit-il finalement à dire, le mot sonnant étrange dans sa bouche après tant d'années sans le prononcer. Richard Aramis resta immobile, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne fasse disparaître son fils. Ils s'étudièrent en silence, absorbant les changements que le temps avait opérés chez l'un et l'autre. « Je suis malade » lâcha Julien, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Mais je suis heureux. J'ai 3 filles. J'essaie d'être le père que tu n'as pas été. » Les mots étaient durs, presque accusateurs,
mais son ton ne portait aucune de la venimosité que Julian avait autrefois imaginé ressentir en affrontant son père. C'était simplement une déclaration, douloureuse mais honnête. Pendant un long moment, Richard ne dit rien, ses yeux, si semblables à ceux de Julian, se remplirent de larmes. Puis, sans prévenir, il s'avança et enlaça son fils dans une étreinte serrée, la première depuis plus de 3 décennies. Julian se raidit d'abord, choqué par le geste, mais progressivement, quelque chose en lui céda, comme un barrage longtemps sous pression qui finit par éclater. Il se laissa tenir par son père, puis rendit l'étreinte avec une intensité égale. « Je suis là pour toi, fiston », murmura Richard contre son épaule. « Quoi que tu aies besoin. » Quelque chose dans ces mots simples, l'offre d'une présence inconditionnelle sans question ni jugement, fit tomber les derniers murs. Julian sentit les larmes couler librement sur son visage et réalisa que son père pleurait aussi. Ils pleurèrent pour tout ce qu'ils avaient perdu, pour le temps gâché, pour tous les mots non dits, pour chaque étreinte qu'ils n'avaient pas partagée. Ils pleurèrent comme jamais auparavant, ensemble. Et dans ce sanglot partagé, sentant les bras de son père autour de lui pour la première fois depuis son enfance, Julian réalisa qu'il y avait une leçon de plus qu'il devait apprendre avant de quitter ce monde, la leçon du pardon, qu'il pourrait maintenant transmettre à ses filles également. Les mois suivants furent un marathon de bureaucratie, d'évaluation psychologique, de visites d'assistantes sociales et de paperasse sans fin. Le système, conçu pour protéger les enfants vulnérables, ne faisait aucune exception, pas même pour un homme doté des ressources et de l'influence de Julian Aramis. Par moments, le processus semblait presque insurmontable, surtout lorsque Julian devait divulguer en privé son état de santé aux évaluateurs. Comment pouvons-nous approuver une adoption par quelqu'un avec un pronostic aussi limité ? Demanda une assistante sociale lors d'une des évaluations les plus difficiles. Julian prit une profonde inspiration avant de répondre, « Ces enfants ont déjà perdu une mère. Elles savent ce qu'est le deuil. Ce que je leur offre, ce n'est pas l'éternité, mais la stabilité, la sécurité financière, par-dessus tout, l'amour, aussi longtemps qu'il me reste. J'ai pris des dispositions pour leurs soins après mon départ. » Ce que Julian ne mentionna pas, c'est que son médecin, perplexe mais optimiste, avait remarqué une stabilisation inattendue de son état. « Je ne peux pas l'expliquer », avait admis le spécialiste lors de la dernière consultation, mais la tumeur a cessé de grossir. Nous ne parlons pas d'une guérison, mais peut-être de plus de temps que nous ne l'avions initialement prévu. Les semaines se transformèrent en mois. Les filles s'épanouirent sous les soins de Julian et Clara, avec le soutien supplémentaire de Richard, le père de Julian, qui avait rapidement endossé le rôle d'un grand-père dévoué, désireux de réparer ses propres erreurs à travers cette nouvelle génération. Finalement, un jeudi ensoleillé de printemps, le juge abattit son marteau pour la dernière fois, signant les derniers papiers. Ivy, Sophie et Leia devinrent officiellement Ivy Aramis, Sophie Aramis et Leia Aramis. Les 3 filles de Julian Aramis, reconnues non seulement par les liens du cœur, mais aussi par la loi. Sur le chemin du retour du palais de justice, Julian observa les filles sur la banquette arrière, chacune traitant le moment à sa manière. Ivy, sérieuse comme toujours, examinait attentivement les papiers officiels, passant ses doigts sur les noms imprimés comme pour vérifier leur réalité tangible. Sophie regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, souriant occasionnellement à elle-même. Leia chantait simplement « Aramis, Aramis, Aramis » sur un air improvisé. « Nous devons fêter ça », annonça Julian. « Qu'en pensez-vous »« Fête » cria Leia immédiatement. « Une petite fête » acquiesça Julian. « Juste nous. Quelque chose de spécial. » Il ne voulait rien de grandiose ou d'ostentatoire, aucun écho des extravagances d'entreprise qui remplissaient autrefois son calendrier social. Ce moment appelait quelque chose d'intime, d'authentique, reflétant la transformation que sa vie avait subie. Quand ils arrivèrent à la maison, Clara, Richard et une petite équipe d'aide avaient tout préparé, suivant les instructions précises de Julian. Les décorations étaient simples mais significatives, des fleurs partout, disposées nonchalamment pour apporter couleur et vie dans les pièces. Des ballons colorés flottaient contre le plafond du salon, une bannière faite à la main par Richard, révélant un talent artistique que Julian ne connaissait pas à son père, était accrochée au mur principal, lisant simplement « Famille Aramis ». Au milieu du salon, un seul gâteau trônait sur une table basse, pas une confiserie professionnelle, mais un gâteau fait maison, légèrement de guingois et imparfait, recouvert d'un glaçage coloré avec les noms des 3 filles écrits en chocolat. Julian avait découvert à sa propre surprise qu'il aimait faire de la pâtisserie. Il avait passé la matinée précédente dans la cuisine à y travailler, refusant toute aide. « C'est parfait », murmura Sophie, les yeux écarquillés en regardant autour d'elle. «
C'est à nous, ajouta Ivy, son calme habituel momentanément adouci par l'émotion. Leia se contenta de courir dans la pièce, touchant chaque fleur et chaque ballon comme si elle voulait s'imprégner de la célébration par le bout des doigts. Julian n'avait invité que les personnes les plus proches, Clara, pratiquement membre de la famille maintenant, et Richard, reconstruisant soigneusement sa relation avec son fils. Dr Ramirez, l'assistante sociale qui avait supervisé le dossier, était également invitée en tant que témoin officiel, mais elle déclina poliment, comprenant que c'était un moment pour la famille nouvellement officialisée. Avant de couper le gâteau, Julian se racla la gorge, attirant l'attention de tous. Il tenait 3 enveloppes dans ses mains. « Je voulais » commença-t-il, la voix légèrement chevrotante. Il prit une inspiration et reprit « J'ai écrit quelque chose pour chacune de vous. Je ne suis pas doué avec les mots parlés, alors je l'ai mis sur papier. » Il tendit une enveloppe à chaque fille. À l'intérieur, chacune trouva une lettre manuscrite, quelque chose que Julian avait fait dans le calme de la nuit, révisant et réécrivant d'innombrables fois jusqu'à ce que les mots lui semblent justes. Ivy, l'aînée, lut la sienne en silence, les yeux parcourant rapidement les lignes, les mains tremblant légèrement. Sophie déchiffra les mots en lisant, comme si elle savourait chacun d'eux. Leia, apprenant encore à lire, demanda à Sophie de lire la sienne à voix haute. « Vous m'avez donné une nouvelle vie », lut Sophie, sa voix claire remplissant la pièce. « Vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour. » Julian observa leurs expressions changer alors qu'elles absorbaient ces mots, des déclarations d'amour, des promesses de présence, des reconnaissances de leur force et de la façon dont elles l'avaient transformée. Ivy bougea la première. La fillette, qui avait toujours maintenu une prudence protectrice, une distance de sécurité, traversa délibérément la pièce et enroula ses bras autour de la taille de Julian, le serrant fort. Sophie suivit, se nichant de l'autre côté, et finalement Leia, qui courut et sauta pratiquement dans les bras de Julian, complétant le câlin de groupe. Julian ferma les yeux, sentant la chaleur de leur petit corps pressé contre le sien, l'amour tangible circulant entre eux. Du coin de la pièce, il aperçut son père essuyant discrètement une larme, tandis que Clara rayonnait d'un bonheur sincère. C'était officiel maintenant. La paperasse signée, tamponnée, classée dans un bureau gouvernemental confirmait ce que leur cœur savait depuis des mois. Ils étaient une famille. Complète, réelle. Partageant un nom et un avenir ensemble, quelle que soit la durée de cet avenir. Le centre médical avait toujours la même atmosphère aseptisée, impersonnelle, que Julian se rappelait de sa première visite, lorsqu'il avait reçu le diagnostic qui avait changé sa vie. Les mêmes murs au ton neutre, la même légère odeur de désinfectant, les mêmes magazines démodés sur les tables de la salle d'attente. Mais Julian n'était plus le même homme assis sur la chaise en face du bureau de l'oncologue. Il observait les mains du médecin feuilletant ses derniers résultats d'examen avec une expression oscillant entre la perplexité et la fascination professionnelle. Le docteur Moral, l'un des spécialistes les plus respectés du pays, avait ordonné une série complète de tests lorsque les résultats initiaux avaient montré quelque chose d'inattendu. « Monsieur Aramis », commença le médecin, ajustant ses lunettes dans une habitude nerveuse que Julian reconnaissait déjà, « je dois dire que je suis surpris par ces résultats. » Julian resta silencieux. Dans les mois qui s'étaient écoulés depuis qu'il avait entendu le pronostic initial de 3 mois à vivre, il s'était lentement accommodé de sa mortalité. Au début, l'acceptation venait du désespoir, la résignation d'un homme qui voyait sa fin à l'horizon. Puis, paradoxalement, il avait trouvé une autre forme d'acceptation à travers les filles, une acceptation qui reconnaissait la finitude de la vie mais célébrait chaque instant vécu pleinement. La tumeur, continua le médecin, choisissant ses mots avec soin, la maladie s'est stabilisée. Stabilisée, répéta Julian, incertain de sa signification médicale exacte. Elle a cessé de grossir, précisa le docteur Moral. Non seulement cela, mais il y a des signes d'encapsulation. Votre corps semble isoler la tumeur, formant une barrière protectrice autour d'elle. C'est extrêmement rare pour ce type et ce stade de cancer. Le médecin tourna l'écran d'ordinateur vers Julian, affichant des comparaisons côte à côte des scanners précédents et actuels. Même un profane pouvait voir la différence. Là où il y avait eu une masse irrégulière et invasive auparavant, il y avait maintenant une formation plus contenue, au bord plus net. Est-ce que cela signifie ? Julian hésita, ne voulant pas donner voix à l'espoir qui se formait dans son esprit. Ce n'est pas une rémission, se hâta de préciser le médecin. Vous avez toujours un cancer. Mais cette stabilisation change considérablement nos attentes quant à la progression de la maladie. Combien de temps ? Demanda directement Julian.
Le docteur Moral prit une profonde inspiration. Nous n'avons pas d'explication pour ce qui se passe. Malgré toutes nos avancées, la médecine rencontre encore des cas qui défient les statistiques et les prédictions. Mais cela arrive. Il retira ses lunettes, les essuyant avec un chiffon, un geste qui lui donnait le temps de rassembler ses pensées. Si cette stabilisation se poursuit à son rythme actuel, nous ne parlons plus de mois, monsieur Aramis. Nous pourrions parler d'années. Le mot tomba dans le bureau comme une révélation. Des années. Pas des semaines ou des mois anxieusement comptés comme des grains de sable dans un sablier presque vide. Des années. Je veux être clair, continua le médecin sur le ton prudent caractéristique de sa profession. Nous ne pouvons rien garantir. Nous aurons besoin d'une surveillance constante, de tests réguliers, et il y a toujours le risque d'un changement soudain. Julien hocha la tête mécaniquement, ses pensées déjà loin du bureau, imaginant toutes les issues possibles de cette nouvelle inattendue. Des années signifiaient voir Ivy entrer dans l'adolescence, signifiait suivre la curiosité scientifique naissante de Sophie à travers de plus en plus d'expériences, signifiait plus de danses maladroites avec Leia, plus d'histoires au coucher, plus de petits déjeuners dominicaux. Monsieur Aramis, la voix du médecin le ramena au présent. Des questions ? Julien réalisa qu'il souriait. Un petit sourire réservé, mais sincère. Non, docteur. Pas pour l'instant. Puis-je demander ? Le médecin hésita, la curiosité luttant avec la bienséance professionnelle. Y a-t-il eu des changements significatifs dans votre vie depuis le diagnostic initial ? Niveau de stress, régime alimentaire, exercice ? Julien considéra la question. Comment expliquer la transformation complète que son existence avait subie ? Comment transmettre en termes cliniques la révolution provoquée par 3 petites présences qui avaient rempli ce qui était autrefois une vie vide ? Quelques changements, oui, répondit-il simplement. J'ai adopté 3 filles. Le docteur Moral cligna des yeux, clairement décontenancé par la réponse inattendue. Je vois, dit-il, bien qu'il fût clair qu'il ne comprenait pas pleinement. Eh bien, quelle qu'en soit la cause, ces résultats sont encourageants. Programmons votre prochain test dans 3 mois et continuons la surveillance. Julien quitta le centre médical sous un soleil d'automne radieux. Dans le parking, il s'assit quelques minutes dans sa voiture, absorbant l'ampleur de la nouvelle. Ce n'était pas une guérison, ni même une promesse. Mais c'était du temps. Le cadeau le plus précieux qu'il aurait pu demander. Le trajet de retour à la maison lui parut plus court que jamais. Les arbres bordant les rues de banlieue arboraient des feuilles rouges et or, captant le soleil de l'après-midi dans un spectacle que Julien réalisa n'avoir jamais vraiment observé auparavant. En arrivant au manoir, il aperçut les silhouettes des filles à travers les fenêtres, probablement tout juste rentrées de l'école, jetant leur sac à dos, parlant tout en même temps comme à leur habitude. Il entra doucement, les observant de loin un instant, savourant une scène banale comme le miracle qu'elle était réellement. Quand elles remarquèrent enfin sa présence, toutes les 3 coururent vers lui, Leia en tête, toujours la plus enthousiaste, suivie de Sophie agitant son dernier dessin, et Ivy fermant la marche avec son sourire discret mais sincère. Julien ouvrit les bras et les enveloppa dans une étreinte serrée, des larmes silencieuses montant à ses yeux. Il ne dit rien de la visite chez le médecin, des tests ou du pronostic révisé. Aucun mot n'était nécessaire. Seulement la gratitude silencieuse d'un homme à qui l'on avait accordé non seulement du temps supplémentaire, mais aussi la perspicacité de bien l'utiliser. Ivy, toujours attentive aux changements subtils, leva les yeux vers le visage de Julien, remarquant l'éclat larmoyant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Julien hocha la tête, essuyant discrètement ses yeux. Mieux que bien. Il ne savait pas exactement combien de temps il avait. En vérité, personne ne le sait jamais vraiment. Mais à ce moment-là, entouré de ses filles dans le couloir ensoleillé de la maison qui était maintenant vraiment la sienne, Julien Aramis sut avec une certitude absolue comment il passerait le temps qui lui restait. L'idée surgit spontanément pendant le petit déjeuner dominical, alors que Leia dessinait sur la vitre embuée, demandant à quoi ressemblait la campagne. Julien fut surpris d'apprendre qu'aucune des filles n'avait de souvenir de voyage au-delà de la ville. « Vous n'avez jamais vu une ferme, des animaux, des collines verdoyantes ?» demanda-t-il en retournant une autre crêpe sur une assiette. Toutes les 3 secouèrent la tête, curieuses de cet endroit qui semblait tant fasciner Julien. « Maman disait toujours qu'elle nous y emmènerait un jour », commenta Sophie, mais ensuite, ça ne s'est jamais fait. Sa réponse serra le cœur de Julien. Combien de promesses interrompues par la vie ses enfants avaient-elles déjà accumulées ? Combien de un jour jamais réalisés ? Nous y allons aujourd'hui,
décida-t-il, ignorant l'emploi du temps du lundi qu'il avait tracé dans sa tête. Tout de suite. La joie instantanée sur les visages des filles fut toute la confirmation dont il avait besoin. Le petit déjeuner se transforma rapidement en un petit chaos de préparatifs. Julian, habitué à ce que des assistants coordonnent chaque détail de ses voyages, se retrouva à improviser des paniers repas, à chercher des couvertures, à remplir des bouteilles d'eau et à répondre à un barrage de questions. Y a-t-il de vraies vaches? Peut-on les toucher? Y a-t-il un endroit où dormir? Les animaux vont-ils mordre? Julian rit, débordé mais sincèrement heureux de leur excitation. Nous ne restons pas pour la nuit, juste une excursion d'une journée. Mais si ça vous plaît, nous pourrons prévoir une visite plus longue pendant les vacances. 3 heures plus tard, la voiture quittait les dernières traces de la ville. Le paysage urbain de bâtiments et de béton céda progressivement la place à une vue complètement différente. De douces collines couvertes de végétation, des champs ouverts où le vent ondulait à travers les hautes herbes, des bouquets occasionnels de vieux arbres se dressant comme des sentinelles silencieuses observant le passage des saisons. Sur la banquette arrière, Ivy, Sophie et Leia pressaient leurs visages contre les vitres, absorbant chaque détail de cette nouvelle expérience. Leur excitation était contagieuse, et Julian réalisa qu'il voyait aussi le paysage avec des yeux neufs, non pas comme la toile de fond floue de voyage d'affaires précipité, mais comme un paysage vivant et respirant. Ils s'arrêtèrent dans une petite ferme tenue par des amis de Richard, le père de Julian. L'endroit était modeste mais charmant. Une maison en bois avec une large véranda, des granges rouges, des pâturages bien entretenus où vaches et chevaux broutaient paisiblement, et un petit étang entouré de saules à l'extrémité de la propriété. L'accueil fut chaleureux. Les propriétaires, un couple d'âge mûr nommés Elena et Marco, semblaient ravis de pouvoir faire visiter les lieux à des enfants de la ville. Les filles n'ont jamais vu d'animaux de la ferme, expliqua Julian. Alors nous avons beaucoup à leur montrer, s'exclama Marco, menant le groupe vers l'étable où un poulain nouveau-né se cachait timidement derrière sa mère. Les heures suivantes furent un kaléidoscope de découvertes. Julian observa, fasciné, comment chaque fille interagissait avec ce nouveau monde à sa manière unique, révélant des facettes de leur personnalité que la vie urbaine n'aurait peut-être jamais laissé s'épanouir. Ivy, normalement si posée et vigilante, montra un don surprenant avec les animaux. La jument, initialement craintive envers les étrangers, lui permit de s'approcher, et le chien de la ferme la suivit comme s'ils étaient amis depuis des années. « Tu as le coup de main », remarqua Elena, impressionnée. Certaines personnes naissent simplement avec ça, une connexion instantanée avec les animaux. Ivy rougit au compliment, essayant de cacher son sourire fier, mais Julian remarqua qu'elle resta près des étables pour le reste de la journée. Sophie, quant à elle, devint une encyclopédie ambulante de questions. Chaque plante, insecte ou pièce d'équipement agricole déclenchait une autre série de « comment » et « pourquoi », auxquelles Marco répondait avec un amusement patient. Julian réalisa pour la première fois que les interrogations sans fin de Sophie trouvaient des réponses vraiment satisfaisantes, des explications tangibles et pratiques liées à la terre et au cycle naturel. Et Leia, la plus petite et la plus vibrante, courait à travers les champs ouverts, les bras tendus, riant avec un abandon complet, essayant d'imiter les cris des oiseaux, roulant dans l'herbe sans se soucier des taches ou de la saleté. Sa joie était si pure et si inconsciente que Julian sentit une boule dans sa gorge en la regardant. Après le déjeuner, un pique-nique simple mais délicieux sous un chêne centenaire, Elena suggéra qu'ils essaient la balançoire en corde suspendue à l'une de ses branches les plus solides. Pendant près d'1 heure, Julian poussa à tour de rôle chacune des filles sur la balançoire de fortune, entendant leurs cris ravis, regardant leurs cheveux voler dans la brise, sentant leurs petites mains agripper la corde avec une foi totale qu'ils ne les laisseraient pas tomber. Alors que le soleil déclinait vers l'horizon, Julian rassembla ses filles pour une dernière promenade jusqu'à l'étang. Ils s'assirent sur l'herbe douce au bord de l'eau, regardant la lumière du soleil peindre la surface de nuances d'orange et d'or. C'était l'un de ces moments parfaits qui semblent exister hors du temps, le genre de moment que Julian, dans son ancienne vie de réunion et d'acquisition, n'aurait jamais remarqué et encore moins apprécié. Maintenant, il savourait chaque seconde comme un cadeau inestimable. « Je pensais que je mourrais sans jamais avoir vraiment vécu », dit-il doucement, les mots s'échappant presque inconsciemment. « Mais vous, vous m'avez sauvé. » Les trois le regardèrent avec différents degrés de compréhension. Leia, ne saisissant pas pleinement la gravité de ses paroles mais sentant l'émotion derrière elle, posa simplement sa tête sur les genoux de Julian, contemplant le ciel où les premières étoiles commençaient à apparaître. Sophie s'approcha et prit la main de Julian, déposant un doux baiser sur ses doigts, un geste qu'elle avait appris de lui quand il embrassait ses petites égratignures pour faire passer la douleur.
Ce fut Ivy, cependant, qui rencontra directement son regard. L'aînée, toujours observatrice, toujours consciente de plus qu'elle ne le révélait, sourit d'une manière sérieuse, profondément mature. « Tu nous as sauvés aussi, dit-elle simplement. » Dans ces quelques mots reposait toute l'histoire non dite. Les nuits dans la rue, la peur de la séparation, la faim, l'incertitude, l'abandon. Et aussi tout ce qui était venu après. La sécurité, la gentillesse, une famille restaurée, la chance d'être simplement des enfants à nouveau. Julien enroula ses bras autour des trois, sentant leur chaleur, la confiance avec laquelle elles se blottissaient contre lui, la force fragile mais féroce qu'elles incarnaient. Aucune d'elles ne prononça un autre mot. Ce n'était pas nécessaire. Là, encadré par un coucher de soleil dans un champ loin de la ville, il n'y avait pas de diagnostic, pas de pronostic, pas de plan de secours ni d'inquiétude future. Il n'y avait pas de place pour la douleur passée ou future. Il n'y avait que le moment présent, rempli à ras-bord de l'amour le plus pur, celui qui guérit, transforme et sauve. Celui qui, contre toute attente médicale, pourrait bien accorder à Julien non seulement une raison de vivre le temps qui lui restait, mais aussi, miraculeusement, plus de temps à vivre. Un an s'était écoulé. Un an d'examens réguliers, de petites victoires et de jours normaux qui semblaient maintenant extraordinaires simplement parce qu'ils existaient. Le calendrier en papier dans la cuisine ou pas le modèle numérique élégant intégré à un réfrigérateur intelligent, mais un calendrier à l'ancienne décoré de dessins colorés et d'écritures différentes, marquait l'anniversaire exact du jour où Julien avait découvert 3 petites silhouettes sous une couverture sur le trottoir. 12 mois. 52 semaines. 365 jours. Il ne s'attendait pas à avoir 365 jours qui changeraient tout. Le manoir, autrefois un témoignage du design contemporain et du succès des entreprises, était méconnaissable pour quiconque l'avait vu auparavant. Les murs blancs immaculés étaient maintenant couverts d'empreintes de mains colorées, de dessins encadrés et d'innombrables photographies. Le mobilier de designer, autrefois parfaitement aligné, avait été réarrangé dans des configurations plus pratiques pour la conversation et les jeux de société. Des livres traînaient sur chaque table, des jouets étaient éparpillés dans les coins les plus improbables et des marques de crayons maculaient le mur du couloir où Julien enregistrait diligemment la taille croissante de chaque fille. Dans la cuisine, l'odeur d'un gâteau au chocolat emplissait l'air alors qu'il finissait de cuire. Julien avait découvert une aptitude surprenante pour la pâtisserie, trouvant une satisfaction thérapeutique à créer des desserts qui faisaient briller les yeux de ses filles. Le meilleur papa pâtissier du monde, avait proclamé Sophie lors de son dernier anniversaire, lorsque Julien avait dévoilé un gâteau élaboré en forme de dinosaure pour sa fête. Papa. Le mot suscitait encore de l'émotion chaque fois qu'il l'entendait. À certains moments, cela ressemblait à un miracle que lui, Julien Aramis, soit devenu le père de 3 filles extraordinaires qui partageaient maintenant fièrement son nom de famille. Le plus surprenant de tout était la façon dont la paternité avait entièrement restructuré sa relation avec le temps. L'homme qui vivait autrefois perpétuellement dans le futur, pensant toujours à la prochaine affaire, au prochain trimestre, au prochain exercice fiscal, vivait maintenant pleinement dans le présent. La valeur de chaque instant n'était plus mesurée par la productivité ou le potentiel de croissance, mais par les rires, les découvertes et les petites victoires quotidiennes. Julien travaillait moins. Il avait délégué la gestion quotidienne de son conglomérat à une équipe talentueuse, ne conservant qu'une supervision stratégique et quelques décisions critiques. Ses priorités avaient si radicalement changé que même ses plus proches collègues avaient remarqué la différence, non seulement dans son emploi du temps plus limité, mais aussi dans son approche plus humaine, plus sensible à des facteurs qu'il aurait autrefois pu rejeter comme intangibles. « Vous semblez différent », avait remarqué son directeur financier après une récente réunion. « Je suis vivant », avait simplement répondu Julien. Et il était plus vivant qu'il ne se souvenait l'avoir jamais été, même avant le diagnostic qu'il avait autrefois mis en sursis. Les derniers tests montraient que la maladie était toujours stabilisée, dans une sorte de cessez-le-feu inexplicable que ses médecins observaient avec un professionnalisme prudent et un étonnement à peine voilé. Julien ne cherchait pas d'explication. Peut-être était-ce une coïncidence, peut-être était-ce sa réponse physiologique à moins de stress et plus de bonheur, peut-être était-ce simplement le hasard. Ou peut-être, comme Léa le suggérait avec la sagesse innocente d'un enfant, ton cœur est devenu plus fort parce que maintenant il est plein d'amour. L'après-midi était exceptionnellement agréable. Le jardin arrière, réaménagé non pas pour un aménagement paysager primé mais pour les jeux, débordait de l'énergie des filles. Ivy, à l'aube de l'adolescence, avait développé un intérêt pour la photographie et parcourait le jardin avec un appareil photo,
capturant des images de fleurs, d'insectes et de ses sœurs en train de jouer. Sophie, dont l'esprit agité continuait de chercher des explications à tout, avait installé une station scientifique sous un arbre, menant une sorte d'expérience avec de la terre, de l'eau et des feuilles mortes, prenant des notes dans un petit carnet avec le sérieux d'une chercheuse chevronnée. Et Leia, la plus jeune, dansait comme d'habitude, tournoyant sur la pelouse dans une chorégraphie improvisée, discutant occasionnellement avec des compagnons imaginaires ou fredonnant pour elle-même dans une langue qu'elle seule comprenait pleinement. Julian observait depuis la véranda, une tasse de café à la main. Clara était partie tôt. Ses services, bien que toujours appréciés, étaient devenus moins essentiels à mesure que la vie de Julian s'adaptait à être le parent principal. Richard, son propre père, devait arriver plus tard pour un dîner d'anniversaire familial, comme ils appelaient cette date. Il y a un an, Julian avait cru qu'il approchait de la fin. Maintenant, il savait qu'il n'était qu'au début de quelque chose de bien plus grand que lui. Ivy leva les yeux de son appareil photo et le vit observer. Elle lui fit un signe de la main, son visage illuminé par un sourire qui ressemblait plus à celui d'une jeune femme qu'à celui d'une enfant. Il lui rendit son signe, étonné par sa transformation d'une fillette défensive et méfiante en cette préadolescente sûre d'elle qui avait toujours une nature protectrice mais se laissait maintenant aussi protéger. Sophie, remarquant l'interaction, laissa tomber son expérience et courut vers la véranda. « Le gâteau est prêt ? Je peux le sentir d'ici. » « Presque, » dit Julian en vérifiant sa montre. « Encore 10 minutes, scientifique. » Satisfaite, Sophie retourna à sa station, non sans avoir d'abord crié à Leia, 10 minutes avant le gâteau. Leia répondit par un signe de la main enthousiaste et une pirouette complète, comme si la nouvelle du gâteau méritait une routine de danse spéciale. Julian sourit, ressentant un épanouissement qu'il n'aurait jamais imaginé possible. L'avenir, autrefois source d'effroi sous son diagnostic terminal, ne l'effrayait plus. Non pas parce qu'il avait des garanties médicales ou ses médecins étaient toujours prudents, mais parce qu'il était trop occupé à vivre dans le présent pour s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Il s'était, bien sûr, occupé des aspects pratiques. Les filles étaient financièrement en sécurité. Richard s'était engagé à assumer la tutelle si quelque chose arrivait. Julian avait écrit des lettres pour chaque étape importante qu'il pourrait manquer. Remise de diplôme, mariage, l'arrivée d'éventuels petits-enfants. Mais ces précautions ne dominaient pas ses pensées. C'étaient simplement des mesures responsables prises par un homme qui avait appris à aimer sans crainte, non pas la peur de perdre, qui est inévitable pour tout le monde, mais la peur d'aimer de tout son cœur, de se donner complètement. La minuterie de son téléphone sonna, annonçant que le gâteau était prêt. Julian se leva pour rentrer, mais s'arrêta un instant, contemplant la scène. Les trois sœurs dans le jardin ensoleillé, les rires résonnants, leur existence vibrante entrelacée avec la sienne. Il ferma les yeux un moment, imprimant cette scène non seulement dans sa mémoire, mais dans chaque fibre de son être. Quand il les rouvrit, des larmes brillaient, mais c'étaient des larmes de pure gratitude, pas de tristesse. « Maintenant, j'ai vraiment vécu », murmura-t-il pour lui-même. Et puis il rentra pour sortir le gâteau du four, appeler les filles, préparer le glaçage au chocolat que Leia insisterait pour étaler, écouter les dernières découvertes scientifiques de Sophie et admirer les photographies d'Ivy de la journée. Il y avait un dîner d'anniversaire à préparer, des histoires à écouter, des rires à partager, des souvenirs à créer. Il y avait la vie, imparfaite et imprévisible, inachevée, mais absolument merveilleuse dans sa simplicité. Et pour Julian Aramis, c'était tout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.